C'est un garçon sans le moindre talent qui est transféré dans une école d'élite et finit par vivre avec 3 sœurs génies en essayant d'exaucer le dernier souhait de sa mère. L'histoire commence avec Yu, un type terriblement banal admis à l'Académie Seika uniquement parce que sa mère était une prodige légendaire sortie de là. Yu monte sur le ring de boxe et se fait complètement démolir par le vice-capitaine du club d'arts martiaux qui l'insulte en le traitant de minable. Le public, voyant sa prestation pitoyable, ne se gêne pas non plus et lâche des moqueries à tout va. Se demandant comment un individu aussi à côté de la plaque peut être le fils de Subaru Hayes, Yu se relève en essayant de s'encourager avec les souvenirs de sa défunte mère, dont la beauté et le talent d'actrice faisaient l'admiration du monde entier. Tsubara était si douée qu'elle a terminé major dans une université internationale prestigieuse. Son adversaire, dans un curieux élan d'encouragement, tente de réveiller quelque chose en Yu, en prétendant que les 3 royales de l'école attendent pour de voir son pouvoir caché. Mais Yu répète sans cesse qu'il n'a jamais fait de sport et n'a reçu aucune formation, et pourtant tout le monde continue de lui coller des attentes sur le dos. Exaspéré, il crie la vérité évidente, il n'est pas sa mère, puis fonce sur l'entraîneur dans un sursaut dramatique d'énergie supposée. La foule se tend, s'attendant à un exploit, et au lieu de ça, Yu ne décroche que 2 petits coups mous qui n'ébranlent même pas l'entraîneur. Celui-ci, furieux, envoie notre gars valser au sol, rappelant douloureusement que Yu n'est qu'une déception. Tous ceux qui avaient placé leurs espoirs en lui se prennent à la réalité glacée en pleine figure, mais pour Yu, ce n'est pas une nouveauté, il porte ça depuis sa naissance. Il esquisse alors un sourire et lance un direct en balançant une réplique à moitié pensée sur le fait que plus quelqu'un est ordinaire, plus il idolâtre le talent comme un Graal. Une seconde, l'entraîneur aperçoit une étrange étincelle dans le regard de Yu. Une intensité familière qui rappelle le regard d'une grande actrice. Il comprend que Yu n'a sans doute pas hérité des compétences de Tsubara, mais impossible de nier qu'il a hérité de sa beauté. Pourtant, l'entraîneur fait semblant de s'en remettre pendant que Yu s'éloigne, jusqu'à ce que son acolyte déboule en rappelant que les royaux observent, ce débutant comme des faucons. Ce petit coup de pression le fait craquer et il décide alors de lui forcer le talent en le battant jusqu'à lever le bras pour un dernier coup brutal destiné à le remettre d'aplomb. Mais juste avant que le coup n'atteigne sa cible, une combattante aux cheveux orange surgit de nulle part et envoie l'entraîneur valser, le traitant de honte pour les arts martiaux d'avoir provoqué des amateurs. Tout le dojo l'appelle capitaine. À ce moment-là, une femme aux cheveux bleus et une autre verts entrent en fanfare comme si elles interrompaient un concert, exigeant de savoir comment le fils de l'actrice s'en est sorti au test. La bleue, c'est Kazuki, assez célèbre pour que ses billets partent en un éclair. La verte, Miwa, plus jeune titrée au shogi. Oui, certains culminent avant l'adolescence. Quant à la combattante orange qui est intervenue plus tôt, c'est Nico du programme athlétique, championne martiale invaincue avec un ego à la hauteur. La foule explose de cris car ces 3 divas sont rien de moins que les fameux 3 royaux de l'école. Kazuki avance et demande sèchement combien a obtenu le fils de Sabara au test, espérant tirer un 4e royal du garçon, mais l'entraîneur coupe court en traitant le môme de noob médiocre dont le talent doit avoisiner le négatif. Les 3 grandes dames disent cash aux garçons qu'ils n'ont aucune place pour quelqu'un comme lui dans leur école. Yu sort alors un papier brillant et rétorque qu'il s'en fiche puisqu'il a décidé de rejoindre le cursus général. Les 3 semblent entendre une légende, aucune ne savait que l'école avait un tel programme et avant que le garçon ne puisse sortir avec ce qui lui reste de dignité, on le traîne pour nettoyer le dojo parce que visiblement les perdants passent la serpillière. Le soir, quand la capitaine Nico et sa troupe arrivent pour l'entraînement, elles hurlent comme si elles avaient vu un fantôme. Pour une fois, le dojo est impeccable. Apparemment, ces rats des poubelles n'avaient jamais vu l'endroit aussi propre. En rentrant, Yu se demande à voix basse pourquoi il ne s'est jamais défini autrement que comme une déception. Gamin, il jalousait l'admiration que sa mère recevait. Elle était un prodige, lui juste un type lambda, voilà tout. Il essaie tous les talents possibles, s'éloigne peu à peu de sa mère. Il y avait une série où elle jouait une ménagère, trop modeste pour son talent, mais eux deux adoraient ce feuilleton kitsch. Quand sa mère apprend qu'elle est condamnée, ils évoquent leur scène préférée. Chaque épisode se termine par un dîner de famille, la première vraie confidence qu'elle lui fait depuis des années. C'est là qu'Yu comprend enfin qu'elle rêvait d'une famille aussi chaleureuse que celle du feuilleton. Hélas, le moment heureux est bref, elle meurt après lui demander de se construire une famille heureuse. Le garçon fait ses bagages, décidé à compenser ce qu'ils ont raté et part chez Mikudono,
Le propriétaire lui envoie les clés et un mot disant qu'il peut entrer quand il veut. En entrant, il est ébloui par l'immensité du lieu et se demande qui diable est Monsieur Mikudono. À peine assis pour déballer, Nico débarque en mode attaque, persuadé d'avoir surpris un cambrioleur. Il tente de se défendre, mais la malheureuse glisse et s'étale comme dans une scène comique. Yu en profite pour la railler, même les prodiges tombent, puis lui jette une serviette comme un geste condescendant. À ce moment arrivent Miwa et Kazuki, qui demandent ce que fait ce garçon chez eux, et Nico accuse aussitôt un voleur, tandis qu'il s'interroge sur ses aristos. Mikadono l'appelle. L'homme lui demande s'il a trouvé la maison, explique que sa défunte mère était non seulement son amie, mais sa bienfaitrice. Il rend donc l'appareil et ajoute, un peu gêné, qu'il a 3 filles avec qui il devra s'entendre. Yu se tourne vers les sœurs, se rappelant le dernier vœu de sa mère, et se dit qu'il va vraiment devoir former une famille avec les 3 filles Mikodono. Tout cela lui semble irréel, comme un rêve complet. Vivre avec 3 adorables prodiges paraît une bénédiction, sauf que les filles n'ont pas l'air ravies. Mais comme c'est leur père qui commande, elles n'ont d'autre choix que de faire semblant. Malgré tout, le garçon se ressaisit et se présente correctement pour mieux les connaître, puis réalise quelque chose d'effrayant. Le manoir ressemble à une porcherie déguisée en maison. Un vrai chaos partout. Apparemment, Kazuki devait s'occuper de la vaisselle, mais elle a sorti une excuse bâclée sur le manque de temps. En vérité, elle a essayé, cassé chaque assiette et a fini par abandonner, exaspérée. Pendant ce temps, Miwa et Nico étaient censés gérer le linge et le ménage. À les voir bouger, on dirait 2 catastrophes ambulantes qui devraient être nettoyées elles-mêmes. Après s'être fait tacler là où ça fait mal, les filles changent vite de ton et tirent le garçon par les cheveux en lui rappelant son misérable 45 au test d'aptitude. Yu réplique sans pitié en corrigeant « c'était 42 ». Tandis que les 3 se chamaillent et balancent des reproches, elle remarque peu à peu que tout brille comme le hall d'un palace. Pendant qu'elle parlait, le garçon s'est transformé en vrai magicien du ménage. Le lendemain matin, il se réveille en espérant mieux connaître les filles autour du petit déjeuner, pas d'école, et veut se reposer, mais l'idée tombe à l'eau à cause de tremblements continuels. Nico fend des carreaux à main nue dans son dojo. Après avoir vu cette folie, il va voir les autres. Miwa joue au shogi en se prenant la tête avec une IA et Kazuki ressemble à une trafiquante en blouse, balançant des trucs dans un blender pour faire un milkshake suspect qui sent le poison ou pire. Quand il demande ce qu'elle fait, Kazuki se moque en disant que c'est juste leur version de la routine matinale, comme ceux de son genre qui doivent se brosser les dents et faire des trucs de base. Quand Yu propose de dîner ensemble, l'aîné des Mikadono l'envoie s'occuper de la maison parce qu'elles seront toutes prises entre emploi du temps et répétition. Il se tourne ensuite vers Miwa pour l'inviter au petit déjeuner, mais elle descend déjà un jus à pleine gorgée, probablement pour alimenter son cerveau en sucre. Abattu, le non-prodige de la maison des génies va à la cuisine en se rappelant sa mère qui ne cuisinait que pour elle, la preuve que les prodiges peuvent être sacrément égocentriques. Il se demande comment il a pu rater le lien avec sa propre famille, mais croire pouvoir le créer avec des inconnus. Juste quand il s'assoit pour le petit déjeuner, Nico arrive. Elle a clairement envie de tout dévorer, mais se retient en annonçant que c'est un repas déséquilibré pour elle. Yu commence à lécher la nourriture pour la tenter. Elle se plaint haut et fort des glucides et des lipides en excès, ajoutant qu'il lui manque encore au moins 20 grammes de protéines et de la vitamine B. Yu trouve ridicule de devoir calculer les nutriments avant de manger. Miko explique que pour elle, bien manger compte autant que l'entraînement. Pendant que les filles se préparent à partir, il se souvient que sa mère suivait des régimes différents selon le type de séance photo. Quand les filles se précipitent vers la grille, il surgit soudain derrière elles en disant qu'elles ont oublié quelque chose. Un frisson leur parcourt instantanément l'échine et elles commencent à tout vérifier en paniquant et en se disputant sur ce qui manque. Mais il voulait juste leur souhaiter une bonne journée. Malgré leur trouvaille d'inutiles, les filles rougissent en allant à la répétition et en tirent un petit bonheur secret. Pendant ce temps, Yu enchaîne sur la vaisselle et reçoit en plein milieu un appel du louche monsieur. Mikadono, l'homme lui dit qu'il sera peu présent à cause de ses responsabilités, ce qui laisse Yu seul avec les 3 filles. L'oncle lui demande ensuite une faveur, veiller sur ses filles puisqu'elles auront bientôt leurs propres obstacles à affronter.
D'après lui, être simplement présent suffirait pour les aider à s'ouvrir. Son futur beau-père précise que chacune des sœurs a ses propres soucis. D'abord, Kazuki a une audition qui approche. Nico combattra pour la première place au championnat national de karaté et Miwa doit défendre son titre au shogi. En apprenant que ses chances de succès, enfin de conclure, exploseraient s'il parvenait à les aider, Yu s'emballe et raccroche. Après un grand soupir, Yu se demande ce qu'un type inutile comme lui peut bien apporter. Avec le physique d'un chihuahua et l'intelligence d'un aspirateur, il doute pouvoir aider des prodiges qui ne prennent jamais de pause, mais alors il réalise que si elles échouent, on les traitera de ratés comme on l'a fait toute sa vie avec lui, et pour éviter ça à tout prix, il jure qu'il ne les laissera jamais souffrir. Il commence par un voyage pour comprendre chaque fille et conquérir leur cœur, avec de bons repas familiaux réconfortants. Au coucher du soleil, Nico rentre de l'entraînement toute déprimée et son cœur manque de sortir de sa poitrine en se rappelant qu'elle partage le toit avec l'esclave masculin. Yu prélève un peu de soupe, la lèche avec un air charmant comme si c'était du nectar sacré, Nico fond, puis lui propose de goûter sa cuisine. Elle le remballe avec un sourire narquois. Elle n'a pas besoin de son extra crémeux, elle a apporté le sien. Après son bain, elle sort, resplendissante, pour trouver le petit bonhomme à fond dans ses fourneaux en train de mijoter quelque chose d'irrésistible, même le trottoir en sent l'arôme. Yu épluche des dizaines de livres de recettes et peaufine chaque détail pour l'ultime dîner. Le voir se donner autant alors qu'elle l'a éconduit la titille vraiment. À ce moment-là, Miwa entre et Yu sourit comme un chef fier. Il s'apprête à servir une soupe qui fera frémir les orteils en paraissant complètement idiot. Les filles pensent d'abord qu'il fanfaronne encore. Puis Nico se souvient des jours anciens où les sœurs avaient un chef privé cuisinant des plats 5 étoiles avec des ingrédients haut de gamme. Même ces chefs refusaient ce bouillon prétentieux, il manquait de nutriments et elle ne mange que ce qui est bon pour son corps. Plus tard dans la soirée, la rousse est dans sa chambre à engloutir du Taco Bell comme une affamée. Quand la curiosité finit par la gagner, elle se faufile donc jusqu'à la cuisine, ne voit pas Yu et tombe sur un festin prêt sur la table. C'est alors que Yu surgit de derrière et la surprend avec une attaque nutritionnelle, débitant que les plats sont bourrés de protéines, vitamines et minéraux pour se muscler, plus sa sauce secrète pour tout faire passer facilement. Sous le poids des chiffres, elle capitule et Yu s'effondre, vidé d'avoir passé la journée à parler avec un expert en diététique pour concocter le dîner parfait. Réalisant l'effort, Nico rougit comme une tomate mûre et s'assoit enfin pour goûter. Dès la première bouchée, elle lui demande de féliciter le chef. Yu se demande s'il peut vraiment la dompter avec la bouffe comme il dompte des chats dans Minecraft, mais sa tête ridicule la met mal à l'aise. Pendant ce temps, Mi bavait déjà devant l'étalage et tente de descendre en douce pour piquer une bouchée, mais Yuwu la surprend et l'asperge de faits nutritionnels jusqu'à ce qu'elle abandonne et vienne s'asseoir normalement, apprenant qu'il a aussi pensé au menu pour Miwa. Le respect de Nico pour Yuwu monte en flèche. Miwa remarque l'expression douce et rare de sa sœur, ça faisait longtemps, et voit aussi que Nico a pris quelques kilos. Nico rétorque que Miwa n'est pas non plus mannequin, mais Miwa rit. Tout se joue en haut, le reste alimente sa cervelle de génie. Yu, satisfait d'écouter les sœurs, voit Kazuki entrer et grimacer en les voyant manger ensemble comme une famille saine. Le Rizlord s'approche en catimini et lui propose nonchalamment du riz complet plein de B12 pour la peau, plus une marinade de saumon antioxydante pour chasser la morosité de sa journée. Son argument presque marche, mais elle le remballe froidement et refuse d'être séduite comme ses sœurs sans volonté. Nico défend Yu en plaisantant sur leur faiblesse, mais Kazuki clarifie qu'elle n'est pas contre les liens familiaux. Juste que manger la cuisine d'un paysan à la même table, ça ne sied pas à une princesse. Et voilà, le dernier reste de fierté de Yu s'évapore comme par magie dans l'ombre. Le pauvre a l'air d'avoir perdu sa grand-mère. Nico lui arrache l'assiette des mains et se met à manger pour le remonter un peu. Mais Yuwu reprend vite ses esprits et la prévient sèchement. Si elle continue de se resservir, elle finira vraiment comme un gros nounours tout mignon. Miwa se demande si ce mec veut qu'on mange ou qu'on crève de faim et Nico bouillonne d'indignité. Yu déclare poliment que c'est son job de suivre tout ce qui entre et sort de son corps, et sa formulation rocambolesque fait presque exploser Nico de honte. 3 jours que Yu a emménagé chez les sœurs Mikudono. Malgré ses efforts acharnés, Kazuki refuse toujours de toucher quoi que ce soit fait par ses mains sales, se rappelant l'ordre du père pour qu'elles atteignent leur meilleur niveau. Yu canalise son côté lelouch et élabore un plan.
À la pause, des cris perçants résonnent dans les couloirs. Une horde de filles fond sur Kazuki Senpai comme des mythes, la couvrant de louanges de seconde zone. Yu en reste bouche bée devant sa popularité, mais il prend son courage et leur lance un grand sourire en salutant. Les filles le reconnaissent aussitôt comme ce glandeur sans talent, et Kazuki lui intime de partir avant qu'il ne ternisse son aura divine avec son énergie de perdant, en le fusillant du regard comme un vieux papier toilette. Mais Yu l'appelle Amini et annonce qu'il a veillé toute la nuit pour la conquérir, promettant quelque chose qu'il seul peut lui offrir, convaincu qu'elle va adorer. Évidemment, il parle de sa cuisine et les filles sont désarmées. Kazuki lui crie d'arrêter de tout faire déraper avec ses propos répugnants et jure de le faire payer une fois rentré, ce qui enfonce encore plus le clou. Son armée de fans l'assaillit de questions, alors Yu profite du chaos pour disparaître. Plus tard, il retrouve Nico pour établir une stratégie pour conquérir Kazuki et découvre stupéfait à quel point le club de karaté dépend d'elle. Mais dès qu'elle le voit, Kazuki se rappelle sa prétention de la veille et l'audace qu'il ait osé revenir la fait fulminer. Ses fans, fidèles mais abasourdis, s'offusquent qu'il l'appelle par son prénom si familièrement, mais un regard de la reine démon les fait fuir. Yu comprend vite qu'il ne s'en sortira pas indemne s'il continue, alors Miwa devient officiellement sa dernière carte. Ailleurs, au lycée, elle joue au shogi sur son téléphone quand elle entend des camarades galérer sur un exercice. Elle fait un petit calcul mental et lâche sans détour qu'il faut vraiment manquer de neurones pour rater un truc aussi simple. Les filles s'éclipsent prestement, sauvant leur dernière parcelle d'honneur, pendant que Yu les regarde partir. Il entre en cours, mais sentant l'humeur totalement différente de Miwa au lycée, il tempère son enthousiasme. Il l'invite poliment à déjeuner à la cantine et elle lui répond d'aller se faire voir. Quand Miwa voit qu'il ne lâchera pas l'affaire, elle quitte la classe d'un pas ferme et lui la suit partout dans l'école. Il la poursuit obstinément, même après qu'elle lui ait demandé de la laisser tranquille, et bientôt elle rit aux éclats en fuyant comme à un jeu de chat. Après ces cabrioles, le duo, pas franchement sportif, allaite comme des chiens asthmatiques, et il note qu'elle a l'air de la fille muette de la classe. À ces mots, elle avoue que les conversations creuses des lycéennes lambda lui sont incompréhensibles. Elle est d'une autre rangée. Quand Yu dit qu'il comprend, elle le regarde, perdue, ne sachant même pas comment c'est possible. Il s'assoit, tout confiant, et se proclame lui aussi royal, enfin royalement limité intellectuellement, mais royal quand même, malgré le charme hérité de sa mère. Il tente de lui expliquer qu'être différent n'est pas forcément négatif. En plein discours, façon TED, Yu perd le fil de son propos, ce qui agace Miwa, mais après l'avoir un peu rembarré, elle le traite de Baka, son petit Baka. Pendant le déjeuner, Yu confie à Miwa qu'il cherche un moyen de séduire Kazuki. Il commence à manquer d'options. Elle lui raconte qu'à 3 ans, elle avait vu sa sœur aux anges quand leur mère lui préparait un repas spécialement pour elle. Mais c'est à peu près tout ce dont elle se souvient, ce qui choque Yu. Sa mémoire de poisson rouge oublie ce qu'il a fait il y a 5 minutes. Pourtant, ce seul indice le ramène au fourneau et il commence à théoriser quel plat sa mère pouvait préparer. C'est alors que Kazuki apparaît derrière elle, zoné comme un zombie, et quand il lui pose une question, elle s'effondre d'un lourd plouf. Elle a une fièvre de cheval. Plus tard, dans sa chambre, la princesse minimise en disant que ce n'était pas la mer à boire, juste de la fatigue. Mais Miwa se brûle au 3e degré, rien qu'en touchant son front. Nico tente de coller une compresse froide pendant que la sœur têtue se débat. À ce moment-là, Yu arrive avec un bol de bouillie, elle s'emporte, les vire tous et finit par pleurer seule au lit, désespérée par son corps frêle. Yu réalise qu'elle sait à quel point elle est fragile, mais continue quand même les répétitions sans faute. Il laisse la bouillie devant sa porte, et quand elle la renvoie une 2e fois, il entre dans la chambre de la gremlin ingrate et se fait sermonner. Sur le pas de la porte, alors qu'elle veut le jeter dehors, ses genoux flanchent, elle tombe au ralenti et lui reste là, prêt à servir de coussin humain. Elle lui demande pourquoi il ne la laisse pas tranquille et Yu répond qu'il veut qu'elle se rétablisse vite pour ne pas rater les répétitions, proposant même des cours particuliers. Kazuki doute sérieusement de ses talents, mais il se vante d'avoir débuté à 2 ans et s'affirme comme son senpai avec 4 ans d'avance. Après lecture du script, il prend le rôle de la princesse pendant que Kazuki joue le prince. Dès la première réplique, plus raide qu'un matin sans café, sortie de sa bouche, elle claque la porte au nez. Notre garçon lui explique qu'il se chauffait, puis avoue que sa mère lui a obtenu des tas d'auditions et qu'il a échoué à toutes. Ça la met hors d'elle. Elle balance au petit japonais qu'il ne connaîtra jamais la valeur du travail acharné, mais il revient le lendemain après avoir relu le texte et se fait recaler encore. Le 3e jour, il revient après 10 pratiques, mais son jeu atroce lui arrache des oreilles.
Le lendemain, elle lui ordonne sèchement d'arrêter de la harceler. Il jette l'éponge. Elle repense aux attentes énormes de son équipe qui comptait sur elle pour porter le film. Et Kazuki décide de sortir du lit au lieu de perdre son temps. Mais en le voyant répéter dans le salon, elle est choquée de voir à quel point il est toujours nul malgré tout ce travail. Et ça lui arrache un sourire. Le matin suivant, elle subit encore une performance digne d'un PNJ. Mais cette fois, elle décide de jouer le jeu. À cet instant sincère, Yu livre une démonstration d'acteur brillante qui les prend tous les deux de court. Il verse une larme en réalisant qu'il a enfin rendu sa mère fière après 14 ans d'échecs et Kazuki, tout content, trouve rafraîchissant de voir l'imbécile devenir si heureux pour une seule réplique. Ça la rend tellement heureuse qu'elle lui annonce qu'elle acceptera qu'un plébéien comme lui serve un repas à une seule condition. Yu demande laquelle, elle fait toute timide, comme si elle allait lui montrer son historique en navigation privée, puis déballe une liste d'aliments qu'elle refuse et lui comprend qu'elle est trop gênée pour avouer qu'elle est difficile. Le lendemain, Miwa et Nico font une sorte de crise synchronisée en voyant Kazuki mâcher tranquillement la cuisine de Yu avec un air satisfait, se disant que la fin du monde approche. Yu la complimente d'avoir fini sa soupe comme une gentille fille et elle avoue qu'elle mangerait n'importe quoi, sauf les carottes. C'est là qu'il murmure qu'il y avait de la carotte râpée dedans tout du long et la laisse trembler. Il s'assoit et pousse enfin un soupir de soulagement. Il a réussi à rendre les sœurs accros à sa cuisine. Pourtant, grosse surprise le lendemain, il ne leur faudra plus ses services culinaires parce que les filles seront dehors presque toute la journée à s'entraîner pour leur grand jour. Il leur souhaite maladroitement une bonne journée, se sentant comme une ménagère fraîchement divorcée. Ce n'est pourtant pas nouveau pour lui, sa mère était souvent absente pendant des mois et c'est précisément pour ça qu'ils n'ont pas pu devenir proches. Une fois de plus, il se prend en pleine figure l'écart entre des prodiges comme elle et un gars sans vie comme lui, et même si leur père lui a demandé de les soutenir, il est perdu. En regardant par la fenêtre, il se souvient d'un petit mot que sa mère avait laissé à l'hôpital, disant qu'elle souhaitait qu'il ait une famille heureuse, et c'est là qu'il réalise qu'il ne sait même pas ce qu'est une famille heureuse. Soudain, il se rappelle de la série où sa mère jouait la maman aimante d'une émission sans drame, tout mielleuse et family-friendly. Il dévore 6 volumes d'un coup jusqu'à la scène où sa mère vit le plus beau moment de sa vie, son mariage. Mais tout à coup, il réalise que tout ça est scénarisé et que la vraie famille avec laquelle il est coincé est l'exact opposé de ce qu'elle lui souhaitait. Au même moment, les sœurs Mikadono rentrent et taquinent Miwa en la traitant de débraillée comme si elle revenait d'une journée aux mines de charbon. Elle tombe sur Yu en train de se moucher devant un film et se demande ce qui l'a rendu si émotif. Miwa pense que c'est juste un mélo familial, mais quand Kazuki voit sa mère à l'écran, elle comprend que Yu reste un gamin qui a vraiment le cafard pour sa mère, alors que lui, chillait juste. Et avec un air sérieux, elle le rassure. Il n'a pas à se tuer au travail ni à jouer le père au foyer pour que ça ressemble à une famille, et Miwa confirme. Nico intervient en disant qu'il peut rester parasite. Il n'attendait rien de lui de toute façon, et ça le met hors de lui. Yu avoue que la raison pour laquelle il bosse comme un fou, c'est qu'il n'a jamais essayé de se rapprocher de sa mère, pensant qu'elle était trop différente et qu'il l'a regretté. Maintenant, il veut une connexion vraie et refuse de manquer l'occasion d'une vie de famille heureuse avec eux. Les 3 sœurs frissonnent quand il prononce « famille heureuse » et Nico marmonne que les familles parfaites n'existent que dans les séries. Pourtant, Sondir joue le jeu et demande comment on fait famille, pendant que le héros à l'écran demande la main de l'héroïne et l'embrasse, faisant hurler l'audience. Après ça, Yu sent les Mikudono le transpercer du regard, avant qu'elle ne panique complètement devant le plan complètement dingue du petit. Kazuki refuse d'admettre qu'elle a fantasmé sur le mariage une seconde, tandis que Nico se persuade qu'elle préfère l'entraînement plutôt que d'épouser un loser. Et Miwa se dit qu'elle a dû se faire laver le cerveau par cette scène sentimentale débile. Là-dessus, Yu déclare qu'il a déjà fait son choix et prononce le nom de Nico, la laissant figer. Il en rajoute en disant qu'ils doivent connaître leurs anniversaires. Les 3 sœurs pètent un câble quand il explique que Nico est dans la même classe, donc en tant que famille, il doit savoir si c'est sa petite sœur ou une Hara One-san, ce qui replonge les filles dans la confusion et elles traitent ce parasite d'esclave de rester où il est à la poubelle. Plus tard dans le bain, Nico est encore toute troublée quand elle entend son hurlement testostérone résonner depuis la cuisine. Elle sort en trombe, croyant à un cambriolage, et le trouve anéanti parce qu'il n'y a plus de pain pour les sandwichs. Nico lui ordonne d'arrêter de pleurnicher pour des broutilles, mais en réalisant qu'elle est pratiquement nue, elle devient écarlate et fonce droit sur Miwa, qui, l'esprit analytique, remarque tout de suite qu'elle est beaucoup trop rouge pour quelqu'un qui vient de sortir du bain. Miwa commence à disséquer tous les scénarios possibles qui n'auraient pas pu la rendre si perturbée quand Yu arrive avec un paquet de serviettes. Dès que sa main frôle la sienne, elle perd ses moyens, laisse tomber les serviettes et se met à le taquiner sévèrement, si bien que Yu croit qu'on le punit pour bouffer gratos.
Voyant Miwa en pleine crise hormonale comme elle, Nico demande si elle craque aussi pour le petit vaurien. Miwa s'empare du aussi et la réprimande pour avoir avoué par mégarde, tandis que Yu plie des serviettes en silence dans ce champ de bataille. Kazuki soupire et dit à ses petites sœurs d'avoir un peu d'âge. Yu lui demande de ranger une casserole sur l'étagère haute et la charmante princesse propose d'autres choses une fois la tâche finie. Quand Yu la remercie d'un sourire craquant, elle fait la dure, jusqu'à ce que ses sœurs la démasquent et déclenchent une joute enflammée pour savoir qui est la plus idiote amoureuse. Finalement, Yu en a marre et leur ordonne de se calmer. Après tout, elles sont de la famille. Il avoue aussi qu'il ne comprend même pas leur dispute, ce qui les laisse le regarder avec une déception pure et muette. Après leur départ, il pousse un soupir, puis remarque le salon complètement sans dessus-dessous. En rangeant, Yu pense tout bas que la vie réelle ne sera jamais aussi parfaite que la télé le laisse croire. Pourtant, le dîner partagé reste un souvenir qu'il chérit. Il se surprend à rêver d'une vie heureuse avec elle, et là il tombe sur un trésor inattendu, une photo du trio Mikadono tout mignon quand ils étaient amis à gamin. Ils font d'un coup devant tant de mignonneries et se demandent comment ils ont pu devenir ce qu'ils sont maintenant. Il aimerait prendre une nouvelle photo sous le cerisier et décide d'enquêter pour savoir qui a oublié l'ancienne. Mais quand il interroge les sœurs, les trois claquent de la porte au nez immédiatement. Ça n'arrange que les soupçons de Sherlock. L'une d'elles cache quelque chose, et si quelqu'un conserve cette photo, c'est qu'au fond, l'une d'elles regrette ses beaux jours en famille, comme lui. Pourtant, le lendemain matin, les trois partent, chacune de leur côté, étouffant son enquête privée avant qu'elle commence. Il est cependant impressionné d'apprendre que ces prodiges voyagent dans tout le pays et décide de creuser où ont lieu leurs tournois. C'est là qu'il tombe sur le jackpot. Plus tard ce soir-là, Yu réchauffe du lait pour aider Kazuki à mieux dormir, mais Miwa et Nico, agacés, ont oublié de réserver un hôtel. Pile au bon moment, leur soirée sarcastique s'effondre en apprenant qu'il a déjà réservé. Il leur tend 2 plans séparés et, avec un petit sourire, leur souhaite un agréable séjour. Il a choisi un 5 étoiles pour elle. Miboud, horrifié à l'idée de manger des cochonneries pendant 2 jours, et Nico acquiesce. C'est alors que le farceur demande si elle veut dire qu'elle ne pourrait pas passer un seul jour sans lui, ce qui fait rougir ses joues comme des roses. Le gnome satisfait sourit largement et dit qu'il est ravi de se joindre à elle. Au tournoi de shogi, Miwa terrasse son adversaire en quelques secondes, laissant tout le monde pantois. En sortant, une femme l'informe que son prochain match sera contre une prodige de 4e année, ça risque d'être costaud. Miwa s'éloigne, l'air blasé en pensant plutôt s'entraîner avec une IA à l'hôtel. Puis une vue à couper le souffle de cerisiers en fleurs la captive complètement. Elle se remémore des souvenirs d'enfance chaleureux et retourne à l'hôtel pour s'écrouler en voyant Kazuki déguisé s'enregistrer à la réception. Les 2 sœurs commencent à s'interroger l'une l'autre et au milieu de ça, Nico fait son entrée, lâche son sac sous le choc. Comprenant enfin, Miwa demande à la tête de flamme si son tournoi est aussi dans la même ville. Yu arrive tout fier et commente que c'est fort de ne même pas savoir où partent ses propres sœurs. Il révèle avec fierté que comme elles ne se parlent pas, il leur a gentiment fabriqué l'occasion de le faire. Les sœurs s'énervent en apprenant qu'il les a réservées dans la même chambre, mais Yu Wu fait comme si c'était un énorme service, une nuit entière pour papoter entre filles, et mis à part ça, elle demande ce qu'il fiche là. Lui se proclame guide officiel du festival tout en préparant en secret un photo de famille, qu'elle le veuille ou non. Sauf que les sœurs descendent en meute son idée débile, alors il tente de les convaincre d'un fameux sanctuaire où l'on va prier pour la chance. Nico le remballe en disant qu'elle n'est pas une loque comme lui qui a besoin de chance. Yu rétorque que même les prodiges d'Hollywood y vont, parce que la foi file une confiance nouvelle et que c'est parfait pour décompresser de leur routine déprimante. Il finit par les attirer en parlant de fruits de mer frais vu que c'est une ville au bord de l'océan, et là Kazuki surtout n'a plus le choix. Elle prétexte que c'est pour son Insta et propose qu'on aille faire du shopping pour un look élégant. Ils vont donc dans une boutique de kimonos que Yu avait repérée et les vendeuses sont éblouies de voir surgir ces 3 légendes. Elles s'enthousiasment et choisissent un kimono mature pour accompagner la grâce de Kazuki, tandis que Mila prend un modèle chaton pour son côté espiègle. Mais quand Yu se tourne vers Nico, elle est toujours assise, boudeuse, alors il lui demande si elle n'aime pas les kimonos. Il lui fait remarquer qu'il y a 1000 styles, mais elle grogne qu'elle n'en serait de toute façon pas belle. La vendeuse lui apporte alors un modèle incisif, assorti à sa personnalité handsome, mais Nico repense à l'époque où elle voulait une robe girly et où leur père refusait tout ce qui était féminin.
Elle réplique sèchement à la vendeuse et au même instant, Yu arrive avec un kimono rayonnant de féminité et déclare que c'est parfait pour elle parce que c'est la fille la plus mignonne qu'ils connaissent. Nico se prend ça en plein cœur. Quand il lui demande de choisir entre les deux styles, elle emmène les deux dans la cabine d'essayage et la seconde où elle sort, les cheveux attachés, les trois restent bouche bée devant sa beauté envoûtante. Après, cette famille pas si ordinaire se dirige pour profiter du festival. Miwa dit qu'elle commence à avoir faim, Yu la rappelle à rester près de lui et à ne pas s'éloigner, et tout à coup, la foule reconnaît Kazuki et une nuée de gens se jette vers elle comme une horde de fans en quête d'autographes. Yu espérait que la sortie resserrerait les liens entre les sœurs, mais vu comment ça tourne, Kazuki est passé en mode boulot. En regardant ses sœurs se régaler, elle ressent un petit pincement de nostalgie qu'elle chasse vite fait. À côté, une fille qui n'a clairement rien à foutre de Kazuki presse son amie d'accélérer, mais en se détournant, sa sandale se casse et elle part en avant, prête à s'étaler. Kazuki l'attrape avant qu'elle ne touche le sol, impressionnant même les sceptiques. En la portant façon princesse, elle lui trouve une place pour s'asseoir, pendant que Yu perd littéralement sa trace dans la foule. Après avoir raccompagné la fille et traînant une file de fangirls, Kazuki se fait soudain pousser dans des buissons par quelqu'un qu'elle prend immédiatement pour un kidnappeur. Sauf que le soi-disant kidnappeur n'est autre que notre garçon. La tête bleue se prépare à foutre le feu, tout rouge, exigeant des explications. Mais avant qu'elle n'explose, il la cloue en lui ordonnant calmement de manger ce qu'il a apporté pour profiter du festival. Elle proteste, bien sûr, se renfrogne comme un chat boudeur et jure qu'on ne peut pas toujours la soudoyer avec de la bouffe, mais lui reste ferme et remarque qu'elle s'est fait mal aux pieds. Sans tergiverser, il vérifie et voit que c'est plutôt sérieux. En le bandant avec précaution, il glisse quelques paroles sages sur le fait qu'elle n'a pas à rentrer dans les cases des autres et qu'elle doit être qui elle veut être. La rousse finit de panser son pied d'un geste calme pendant qu'elle rougit comme une collégienne perdue. Pendant ce temps, Nico et Miwa essayent de profiter de la journée, mais la tête orange est catastrophique au jeu du festival. Elle rougit comme une tomate bouillie à force d'échouer à attraper un seul poisson, gesticulant comme si elle pêchait les yeux fermés. À cet instant, elle se fige en voyant leur sœur aînée arriver accompagnée de Yu qui a réussi à la convaincre de porter un masque suspect pour passer incognito. Yu propose alors un duel en s'alliant à Kazuki, tandis que l'autre équipe se retrouve avec Nico et Miwa. Nico ouvre direct avec une pique à sa sœur. Elle devrait porter ce masque smiley creepy tout le temps, vu que sa vraie tête a l'air prête à assassiner quelqu'un. Kazuki sourit sous le masque et le match commence. Yu casse d'abord sa pagaie de pêche, puis Miwa aussi, qui hurle tout de suite à la tricherie en accusant sa sœur. La sienne n'est même pas encore ébréchée, et rapidement le défi dégénère en bagarre fraternelle. Yu recule, se disant que ça pourrait être un de ces rares moments de complicité déguisée, puis file voir une grosse compétition à côté. Apparemment, il faut sauter sur des plateformes en forme de lotus jusqu'au tori, un truc qui a l'air truqué pour surhumain. Le gagnant rafle non seulement une chance incroyable, mais aussi un selfie gênant avec le gardien doré du sanctuaire. Les animateurs sont sérieux comme des papes, jurant que mettre ce selfie en fond d'écran augmente la chance, avec une garantie chelou en prime. En feuilletant les vieilles photos du festival, Yu réalise que c'est la même compétition où les sœurs ont déjà gagné et décroché ce cliché figurine. Inspiré, il veut recréer la scène, espérant faire l'impossible et atteindre la ligne d'arrivée. Avant qu'il ait pris sa décision, la foule part en furie. Tout le monde se précipite pour gagner ce selfie maudit avec la statue, mais un par un, ils échouent lamentablement. Certaines plateformes Lotus s'enfoncent dès qu'on met le pied. En fait, il faut trouver le chemin chanceux des feuilles pour atteindre la porte sans finir trempé, ce qui donne à tout ça un air de Fall Guys en vrai. Les gens sautent et plongent, facilitant un peu aux suivants de deviner quelle dalle tiennent. Plus ils tombent, plus le chemin devient évident, mais les animateurs sourient toujours comme des méchants de jeux télé. Selon eux, ce défi est si dur que personne ne l'a réussi depuis 10 ans, et les derniers à y être parvenus étaient justement ces trois sœurs prodiges. C'est alors que c'est au tour de Yu de participer, et il coule presque tout de suite comme si l'univers s'acharnait sur lui depuis le début. Même si les règles permettent de réessayer, la plupart abandonnent en se disant que ça ne vaut pas de se ridiculiser pour une photo avec un jouet doré.
Mais Yu reste têtu et continue de se jeter à l'eau. Le pauvre se fracasse la figure, mais il n'envisage pas une seconde d'abandonner, même quand la nuit tombe et que la pluie se met à marteler comme un signe divin pour arrêter. Yu refuse toujours d'admettre la défaite. Les animateurs essaient enfin de le raisonner, disant que ce n'est pas une question d'effort, mais de pure chance, et lui proposent de même de prendre la photo sans gagner techniquement. Mais Yu repense à la façon dont les sœurs ont sûrement gagné, en bougeant comme un seul bloc parfaitement coordonné, et ce souvenir le pousse à continuer coûte que coûte. Il recommence à se jeter sur ses plateaux branlants et parvient cette fois à atteindre la grille. Les animateurs applaudissent et l'invitent enfin à faire le selfie, mais le roux s'enfuit en criant qu'il doit d'abord aller chercher des gens. En partant retrouver les sœurs Mikudono, une annonce dit que le festival se termine plus tôt à cause des fortes pluies. Comprenant qu'il est trop tard, il s'écroule par terre. Se sentant inutile, les voix des 3 filles résonnent dans sa tête. Il se rappelle les avoir traînées ici et pense qu'elles sont rentrées à l'hôtel sans lui, le laissant encore une fois derrière. Mais quand il ferme puis rouvre les yeux, les 3 prodiges se tiennent juste devant lui, parapluies en main. Elle lui demande pourquoi il n'est jamais revenu et pourquoi il est trempé et couvert de boue. Yu dit qu'il pensait qu'elle l'aurait abandonné, mais les filles répliquent qu'elles ne sont pas si cruelles. Elles le chargent de les guider vers l'hôtel, l'appellent leur chef d'orchestre du festival et lui laissent même partager leur parapluie, expliquant qu'il n'en restait que 3 au stand. Finalement, les 3 sœurs se disputent pour savoir qui partagera le parapluie avec Oliver. Miwa gagne à pierre, papier, ciseaux et se met en avant. De retour et après leur bain, elles retrouvent leur chef d'orchestre personnel complètement en piteux état. Il lui demande s'il compte carrément zapper la douche et c'est là que le rouquin avoue, penaud, qu'il a oublié de réserver une chambre pour lui tout seul. Maintenant, tous les hôtels alentours sont complets et il n'a nulle part où aller. Le garçon sourit gêné et dit qu'il dormira dans un café. Les sœurs le regardent, réalisant qu'il est irrécupérable, et alors qu'il s'apprête à partir, Kazuki le retient et le tire dans leur chambre. Elles se disputent en déclarant que ce serait une honte pour leur nom et leur métier de laisser un chaton attraper la pluie et le rhume dehors. Nico rappelle même qu'ils vivent déjà ensemble, alors une fois de plus, ce n'est pas la mer à boire. Le problème suivant, il n'y a pas de peignoir pour le garçon, le pauvre a aussi oublié ça. Après quelques regards embarrassés et gestes hésitants, Yu repère enfin un peignoir de trop et file prendre sa douche. Pendant qu'il se lave, il crie de derrière la porte qu'on oublie son existence et qu'on aille se coucher. Les lumières s'éteignent, tout le monde se couche, mais voilà qu'un nouveau souci survient. Les 3 prodiges sentent le cœur battre à tout rompre et ne parviennent pas à dormir. Leurs joues restent rouges, sans fièvre. L'histoire remonte un peu pour montrer qu'il a réussi sa mission de faire prendre une photo des 3 sœurs devant la statue. Comme prévu, il a encore tout gâché en faisant le pitre, ce qui n'a fait que les faire rire davantage. De retour au présent, le garçon fouille son sac avec enthousiasme, mais ne retrouve pas la vieille photo des 3 sœurs. À la place, il trouve une lettre disant qu'elle a repris la photo. Il sourit, content que la photo soit entre de bonnes mains, et s'endort en quelques secondes. Les filles, le voyant KO si vite, se redressent silencieusement, étonnées d'être encore éveillées. Elles échangent un regard et commencent doucement à se remémorer qu'elles n'ont pas changé d'un pouce. Elles se disputent en riant sur de vieux souvenirs, constatant qu'aujourd'hui la vie les occupe tant qu'elles ont peu d'instants comme celui-ci. Miwa se retourne et compare l'ancienne et la nouvelle photo avec ses sœurs, confirmant qu'elle avait gardé l'original en lieu sûr. Elle rit en pensant que Yu est un idiot adorable qui s'est donné tout ce mal juste pour les faire poser à nouveau. Les 3 sœurs remercient silencieusement le garçon dans leur cœur avant de finalement s'endormir. Le lendemain matin, tandis que les tâches vont bon train, Yu jette un œil aux infos et, surpris, voit des gros titres louant les 3 prodiges pour leurs résultats exceptionnels. Même s'il a passé la nuit précédente à faire l'idiot, le lendemain, assis en classe, Yu imagine déjà comment il préparera le dîner pour les 3 sœurs dès son retour à la maison. Il passe la journée à acheter des ingrédients, puis se dirige vers le manoir Mikadono juste au coucher du soleil. En ouvrant le portail, il découvre que les 3 sœurs sont déjà rentrées, plus tôt que prévu. Il remarque aussi une paire de chaussures inconnues. En entrant, il voit les 3 sœurs, polies, devant un homme assis calmement sur le canapé. L'atmosphère devient un peu tendue et à l'entendre parler, il comprend tout de suite qu'il s'agit de monsieur. Mikadono et le salue vivement, se présentant correctement. Monsieur Mikadono exprime ses condoléances pour ce qui est arrivé à la mère de Yu, mais le rassure, tant qu'il sera là, son talent perdurera.
Yu trouve ses attentes trop lourdes pour quelqu'un comme lui et regarde les sœurs Mikadono en se demandant pourquoi elles ont l'air si sérieuses. Monsieur Mikadono change alors de sujet et d'un ton froid demande à Kazuki son bilan de performance. Elle explique en vitesse que son planning est surchargé et qu'elle a un entretien demain. Quand il se tourne vers Nico, celle-ci annonce avec assurance ses victoires habituelles au championnat et assure qu'elle ne ralentira pas. Enfin vient le tour de Miwa qui donne elle aussi un rapport parfait. Alors que Yu s'apprête à intervenir, Mikadono se lève et coupe court. Les rapports sont discutés, il prend congé. Yu l'arrête et lui propose de se joindre à eux pour dîner puisqu'il avait prévu de cuisiner. Sans répondre, Mikadono s'approche d'un masque posé non loin. Yu explique qu'ils étaient allés à un festival pendant le week-end. Monsieur Mikadono devient sérieux et demande à qui est venue l'idée. Le garçon raconte avec enthousiasme qu'il les y a emmenées, qu'elles se sont retrouvées toutes au même endroit, au même festival qu'elles avaient visité enfant. Mikadono soulève le masque près de son visage, puis gronde Yu d'avoir perturbé la réussite de sa fille. Yu parle de la chance apportée par la visite, mais Mikadono balaie ça. Il ne croit qu'au travail, pas à la chance. Il s'avance vers Yu et lui rappelle sèchement à quel point il est inutile et pitoyable malgré d'être le fils d'une actrice douée. Il brise le masque en deux et traite Yu d'anonyme moyen, affirmant que les sans talents n'ont pas leur place ici. Alors qu'il continue les injures et serre violemment son épaule, les sœurs se lèvent enfin pour défendre Yu. Elles répliquent au père en expliquant que même sans grands exploits, Yu gère tout à la maison, ménage, cuisine, pour qu'elles puissent se concentrer sur leur carrière. Kazuki ajoute fermement qu'elles ne peuvent peaufiner leur talent que parce qu'il les soutient dans l'ombre. Quand Mikadono demande pourquoi elles défendent un type si quelconque et si elles ont vraiment besoin de lui, les filles rougissent et balbutient des excuses maladroites. Elles insistent cependant qu'elles s'entendent bien avec Yu et ont tissé un vrai lien avec lui, mais leur père reste inflexible et leur répète qu'il n'y a pas de place pour la sociabilité dans la famille Mikadono. Il leur rappelle qu'elles ne sont plus des enfants, leur interdit toute sortie au festival et leur ordonne de se concentrer sur leurs résultats, puis il s'éloigne. Yu demande doucement s'ils viendront dîner avec lui, mais Nico se retourne et s'excuse doucement, disant qu'elles n'ont plus le temps de savourer sa cuisine délicieuse. Une semaine passe et tout semble revenir comme avant l'arrivée de Yu au manoir. Après la rencontre avec leur père, Yu comprend enfin pourquoi ses filles s'acharnent à perfectionner leur talent. Tout vient de leur éducation sévère. Il se rappelle aussi comment les sœurs ont fini par s'entendre entre elles. Cette nuit-là, tout le monde du club rentre chez soi, sauf Nico qui reste tard pour s'entraîner comme avant. Il s'avère qu'elle ne venait rentrer tôt que pour dîner, mais elle reprend maintenant son rythme habituel et marque une pause pour manger. La nourriture paraît fade après s'être habituée à sa cuisine. Kazuki ressent la même chose en regardant son smoothie santé plein de vitamines, mais elle n'arrive plus à le boire. Même Miwa semble désenchantée, ses snacks habituels ne l'excitent non plus. Les trois filles se retrouvent bloquées, se demandant pourquoi elles ne peuvent plus revenir à leur routine d'avant. Pendant ce temps, même Yu est abattu et voudrait que tout redevienne comme avant. Il se souvient de la famille chaleureuse de la série où jouait sa mère et décide qu'il veut créer quelque chose de pareil. Cette idée lui redonne de la motivation. Le lendemain matin, quand les trois sœurs sortent, Nico remarque que Yu ne les a pas saluées avec sa voix joyeuse habituelle et ça la rend triste. Plus tard à l'école, à l'heure du déjeuner, Nico ouvre son sac pour prendre une barre protéinée et trouve à la place un bento préparé. Elle rougit comme une tomate et les deux autres sœurs trouvent la même chose. Quand les coéquipières de Nico demandent si elle ne va pas le manger et proposent de le prendre, elle refuse fermement et dit qu'elle mangera chaque bouchée. Pendant ce temps, Yu dort la tête sur son cahier, épuisé, après s'être levé à 4 heures pour préparer leur repas. Plus tard, en découvrant leur boîte vide, il sourit pour lui-même, sachant qu'elles ont apprécié le repas. Ce soir-là, les trois sœurs appellent Yu et lui annoncent sérieusement qu'elles veulent enfin former une sorte de co-responsabilité avec lui. Perplexe, Yu se demande pourquoi elle parle soudain de navire, mais les sœurs ne plaisantent pas, lui rappelant que leur père a menacé de le virer s'il ne faisait pas ses preuves. Elle propose donc que s'il les soutient dans les défis à venir, elles l'accepteront comme des leurs. Elles expliquent tout ce qui les attend et disent qu'elles ont besoin de son aide pour y faire face.
Enthousiasmé, Yu promet de leur préparer le déjeuner chaque jour parce qu'ils sont une famille. Les sœurs le reprennent alors et lui expliquent clairement qu'il n'est que leur supporter. Le lendemain, alors que les Mikudono s'apprêtent à partir, Yu leur tend leurs bentos. Kazuki lui dit qu'elles rentreront vers 7h du soir. Pour qu'il puisse aussi leur préparer le dîner, il les envoie avec son souhait chaleureux habituel et pour une raison quelconque, ce simple geste fait rougir les trois comme des tomates chaudes, comme si tout allait bien à ce moment-là. Plus tard à l'entraînement, Kazuki porte une perruque et tente maladroitement d'affirmer son côté féminin. Mais à ce moment-là, deux femmes surgissent et la terrorisent complètement. Alors que Nico est en plein entraînement, son téléphone sonne et elle répond vite pour apprendre que son entraîneur revient d'une tournée à l'étranger et veut la voir tout de suite. Pendant ce temps, la petite Miwa s'entraîne elle aussi, mais finit par se faire projeter au sol par son coach. Son entraîneur lui rappelle calmement que le moment approche où elle devra enfin choisir la voie qu'elle veut vraiment suivre. Quand les sœurs Mikudono rentrent le soir, chacune a 1000 choses en tête. Mais dès qu'elles entrent, elles surprennent Yu en train de courir maladroitement sur un sac de farine. Quand elle demande à maman ce qu'il fabrique, il déclare avec aplomb qu'il veut ajouter des udons à la recette et cette fois utiliser de la farine complète pour réduire les glucides. Alors qu'il explique tout, il glisse soudainement et tombe lourdement, se faisant mal, ce qui fait un peu rire les filles qui s'éloignent en disant qu'elles dîneront quand même avec lui. Plus tard à table, les sœurs disent que le repas est un peu moyen aujourd'hui, ce qui les fait se souvenir que leur père détestait tout ce qui était banal ou médiocre. Pourtant, dans ce moment de calme, chacune trouve un certain réconfort dans cette médiocrité. Plus tard, pendant que Yu fait la vaisselle, Kazuki entre et propose d'aider en disant qu'elle veut travailler son côté féminin. Yu fait remarquer que la vaisselle n'a rien de très féminin, mais Kazuki insiste et se joint à elle. Quand Yu parle de l'audition, Kazuki panique un peu. C'est la première fois qu'elle joue un rôle féminin, d'où son trac. Elle remarque alors des pansements à la main de Yu et demande ce qui s'est passé. Il explique qu'il n'est pas doué en cuisine et se brûle souvent. Ils bavardent un peu, puis Yu glisse brusquement et saigne du nez. Kazuki accourt pour aider mais glisse elle aussi, tombant juste au-dessus de lui, dans une position qui ressemble presque à un baiser. Elle se relève vite et pendant que Yu s'excuse, elle minimise en disant que c'était juste un accident. En lui soignant le saignement de nez, Yu ne peut s'empêcher d'avoir pitié d'elle. Elle vient littéralement d'embrasser un gars qui saigne du nez, mais elle n'a pas l'air du tout gênée, ce qui lui fait réaliser qu'elle doit être habituée à ce genre de scène sur scène. Pourtant, elle se plaint aussi un peu d'elle-même, sachant que son premier baiser a fini par avoir le goût du sang. Et quand Nico parle de pluie, Kazuki allume la télé pour voir la météo et tombe sur une scène de baiser à l'écran. Elle éteint vite et dit à Nico de regarder la météo en ligne. Puis elle croise Miwa et commente que son flan a l'air appétissant. Miwa, fière, explique que le nouveau lui a préparé en ajoutant que c'est comme mordiller des lèvres toutes douces. La mention des lèvres la déstabilise encore. Elle claque sa tasse de café sur la table, fonce dans sa chambre et claque la porte. En se touchant les lèvres, toutes rouges, le garçon entre sans frapper, ce qui la met hors d'elle. Yu explique calmement qu'il est venu juste pour clarifier les choses et dit qu'il est sûr qu'elle ne voudrait pas gâcher un de ses baisers sur quelqu'un comme lui, autant faire comme si rien ne s'était passé. En partant, Kazuki explose de rage et le traite d'ordure pour avoir dit ça. Plus tard, pendant sa répétition, elle se surprend à penser que Yu avait peut-être raison et qu'oublier serait sans doute le mieux pour se concentrer sur l'audition. Elle tente de répéter son rôle féminin, mais échoue, tout ce qu'elle a fait jusque-là ressemblant plus à un prince qu'à une fille. Lors d'une autre session, en prince, encore une fois, elle regarde bien la partenaire et réalise soudain ce qui manquait. Au moment où la scène débouche sur un baiser, son accident la hante et elle recule, complètement gênée. Le metteur en scène l'arrête aussitôt et lui rappelle que sa vie perso finira par... Plus tard dans la nuit, Kazuki va voir Yu et lui dit que ses répétitions sont devenues plus dures, donc elle a besoin qu'il lui prépare des plats pour tenir le coup.
Tandis qu'il se lève pour fermer les rideaux, elle lui demande soudain s'il est libre dimanche. Il confirme, elle se rapproche un peu, le regarde droit dans les yeux et, dans un moment maladroit mais assuré, lui dit qu'elle veut qu'il sorte avec elle ce dimanche. Yu rougit en l'entendant et se demande si ce baiser ne lui a pas valu cette situation, tandis que les deux autres sœurs épides et virent elles aussi au rouge, visiblement jalouses. Miwa a du mal à croire que ce qu'elle entend soit un vrai rencard, mais Nico lui dit d'arrêter d'en faire tout un film. Ça sonne clairement comme un vrai rendez-vous, elle se demande si Yu est d'accord, puis regagne discrètement leur chambre. Une fois parti, Kazuki tend une affiche à Yu et explique qu'on l'a toujours fait jouer des rôles masculins, ce qui l'a empêché de se comporter comme une héroïne à part entière. Elle confie aussi que son professeur lui avait dit que sa vie privée finirait par nuire à son jeu. Yu comprend vite et capte que Kazuki veut un faux rencard pour qu'elle retrouve des gestes plus féminins. Il accepte volontiers, lui sourit en disant qu'il est tout à elle. Kazuki lui demande de ne pas le dire aux autres et le prévient fermement de ne pas imaginer n'importe quoi. Yu la rassure et ajoute que si le plan doit marcher, le rendez-vous doit paraître totalement réel. Il promet donc de lui offrir le meilleur rendez-vous possible. Le samedi matin, pendant que Yu fait ses corvées, Nico s'approche et lui demande sur le ton de la conversation s'il a des plans pour dimanche. Yu lui ment, ce qui la met immédiatement hors d'elle. Elle devient jalouse, imaginant un rendez-vous sérieux, et voilà pourquoi Yu garde tout secret. Même Miwa n'arrive pas à se défaire du doute. Ce jour-là, après le retour des deux filles, Miwa s'est faufilée et a surpris la fin de la conversation où Yu promettait à Kazuki un rencard génial. Ce soir-là au dîner, l'ambiance est lourde et étrange. Yu fait un clin discret à Kazuki pour lui montrer qu'il est prêt pour demain, mais les deux autres filles surprennent le geste et dégagent soudain une aura impressionnante. S'affiche une trouille bleue à Yu qui se demande s'ils ne préparent pas un grand truc ou un affrontement sérieux. La scène change et il est déjà l'heure du rendez-vous. Yu attend Kazuki. Pendant ce temps, Miwa et Nico se glissent derrière des buissons tout proches, incapables de se concentrer sur leurs propres tâches, et elles ont même enfilé des déguisements ridicules pour tenter de rester cachées. Elles observent le garçon avec des yeux envieux et s'irritent de sa bonne humeur. Au même instant, Kazuki arrive en tenue totalement féminine, ce qui fait bondir le cœur de Yu. Elle commence en demandant si elle est en retard avec une voix un peu trop garçonne, puis se claque la main sur la bouche en s'en rendant compte et recommence sur un ton plus délicat et féminin. Cette fois-ci, elle l'appelle Yu au lieu de le nouveau, ce qui le ravit tellement qu'il lui demande avec empressement de continuer après leur petite sortie. Tous deux filent alors vers l'aquarium sans savoir que les sœurs jalouses les suivent en douce. Depuis la distance, les sœurs fulminent devant la beauté de Kazuki en tenue féminine. En descendant les marches, Kazuki se trompe encore et par réflexe tend la main à Yu comme un gentleman. Après quelques pas, Yu comprend et lui demande de rejouer la scène correctement. Assis pour regarder le spectacle aquatique, Kazuki se demande sans cesse si elle est assez mignonne. Elle se remet en question à voix basse, ne sachant pas trop ce que les hommes trouvent attendrissant. Puis, lorsqu'une vague éclabousse les premiers rangs, elle protège Yu de ses bras, redevenant à nouveau son prince. Yu soupire et lui dit doucement qu'elle s'est encore trompée. Pour rendre la situation plus gênante, la foule applaudit et lui dit la chance qu'il a d'avoir une copine si mignonne, alors que Kazuki ne se sent pas du tout mignonne après ce qu'elle vient de faire. Ce qui aurait dû être le rendez-vous parfait se délite peu à peu. Ils enchaînent les maladresses, ne savent même pas qui doit porter les sacs, et Kazuki finit avec les pieds en compote à force de marcher en sandales féminines auxquelles elle n'est pas habituée. Les deux filles, toujours en train d'espionner depuis l'ombre, trouvent la scène douloureusement gênante et presque insupportable. Plus tard, quand Yu s'excuse pour aller aux toilettes, Kazuki aperçoit son reflet dans la vitre et soupire, repensant à sa journée ratée. Elle se souvient de l'enthousiasme de Yu à l'idée de la sortir et commence à se demander s'il ne le regrette pas désormais. À ce moment-là, un recruteur d'une agence de showbiz s'approche, sort sa carte et lui demande si elle a un instant pour discuter. Kazuki décline poliment, disant qu'elle n'est pas intéressée, mais l'homme n'en démord pas, la mettant mal à l'aise pendant qu'elle jette des regards autour d'elle, se demandant où Yu a bien pu disparaître alors qu'elle avait le plus besoin de lui.
Quand le recruteur lui saisit soudain la main pour la tirer, Yu surgit de nulle part et repousse fermement sa main en demandant s'il y a un problème. Le type ricane en lui demandant si Yu est son petit frère, mais Yu, en se voulant sérieux, insiste qu'ils sont en rendez-vous et que Kazuki sait très bien où elle veut aller. Questionné sur ce « où », Yu bafouille, cherche ses mots et balance des réponses de plus en plus absurdes, allant jusqu'à suggérer que Kazuki veut devenir réformatrice au gouvernement. Le recruteur rétorque qu'elle ferait mieux comme mannequin et Kazuki réalise que Yu est aussi perdu que d'habitude. Yu déclare soudain que l'agence ne peut pas la voir parce qu'il a l'intention d'en faire sa femme. Le recruteur remballe ça comme un enfantillage, mais Yu répète hardiment qu'ils seront ensemble, dans les bons comme les mauvais moments. La foule alentour se tait, ayant tout entendu de la demande. Quand le recruteur finit par s'en aller, Yu s'excuse d'un air gêné et demande à Kazuki d'oublier tout ce qu'il vient de dire. Mais à la mine de Kazuki, on sent bien que ce n'est pas gagné. Il prend alors sa main, surpris de sa chaleur, et la conduit, tandis que les deux sœurs jalouses les observent de loin, de plus en plus inquiètes que tout cela ne tourne en rendez-vous parfait. Au bout d'un moment, Yu se rend compte qu'il tenait la main de Kazuki sans y penser, et désormais aucun des deux ne semble prêt à lâcher. Les passants trouvent la scène plutôt mignonne. Pourtant, le pauvre Yu se fait toujours passer pour le petit frère de Kazuki. Frère! Pour paraître plus romantique, Yu réajuste sa prise en quelque chose de plus adapté à un rendez-vous et Kazuki transpire à grosses gouttes, se demandant si c'est bien comme ça qu'une fille doit réagir. Elle garde toutefois la tête haute, persuadée que ça pourrait enfin marcher, en espérant en silence que Yu garde la même énergie. Ils arrivent finalement au cinéma et quand Kazuki propose un film romantique, Yu la surprend en disant qu'il a tout prévu. Ils iront voir un film intitulé « L'amour en avril ». Le nom rappelle immédiatement quelque chose à Kazuki. C'était le film où sa senpai, qui avait abandonné les rôles masculins pour jouer des femmes, faisait sa première héroïne à part entière, un film que Kazuki évitait comme la peste. Craignant que ça révèle comment s'était passée la transition, Yu lui dit gaiement que le film met en vedette un ancien comédien de la troupe et qu'il espère qu'elle en tirera quelque chose d'utile. À la sortie, les réactions autour d'eux ne sont pas tendres du tout. Tout le monde se plaint de l'héroïne catastrophique, disant qu'elle n'était pas du tout mignonne. À ces remarques, Kazuki se souvient soudain des paroles intimidantes de son père sur le prodige, capable de réussir tous les rôles, et le poids de ses attentes. Pendant ce temps, Yu réalise à quel point il a fait une gaffe, d'autant plus après la prestation décevante de la senpai, qui rend sûrement les rôles féminins encore plus intimidants pour Kazuki. Il se frappe mentalement la tête. Même les deux sœurs espions, qui les suivent à distance, sentent que l'ambiance est retombée. Elles se demandent si Yu va pouvoir rattraper le rendez-vous. Plus tard, Yu l'emmène à l'ultime étape, la grande roue, et insiste pour qu'elle monte malgré son hésitation. Surpris, les sœurs sont plutôt admiratives de ses efforts pour la réconforter. Ils gèrent mieux que prévu quand deux garçons qui passent jurent que tout mec qui fait sa demande au sommet d'une grande roue gagne forcément son amour. Les trois filles rougissent et avant que Kazuki n'ait le temps d'y réfléchir, Yu la guide doucement dans la cabine. À l'intérieur, elle pense qu'il a peut-être exagéré et repense à combien elle a toujours été différente des autres filles. Sa grande taille l'a poussée au mannequinat très tôt et la troupe l'a recrutée à 6 ans. D'abord, elle aimait ça, mais avec le temps, c'est devenu une suite d'objectifs qu'on attendait d'elle. Finalement, échouer n'était plus une option et la pression monte quand son père l'oblige à jouer un rôle féminin. Elle s'imagine déjà ratée et se dit que personne ne reste aux côtés d'un échec, préférant peut-être se retirer de l'audition que risquer la honte. À ce moment, son regard se pose sur Yu qui tremble littéralement, peur du vide oblige, avec le sol en verre sous ses pieds. Et quand elle demande pourquoi il a choisi ce manège, Yu hurle que le rendez-vous devait être parfait, ce qui rappelle à Kazuki les garçons qui parlaient de faire une demande au sommet. Avant qu'elle n'ait le temps de se reprendre, Yu se lève maladroitement, l'appelle nerveusement sa héroïne, et au sommet de l'instant, la nomme par erreur sa héroïne de toujours. Kazuki lui intime de s'asseoir en silence et de le regarder vaciller encore une fois. Kazuki sourit doucement en voyant comment il parvient à échouer, même quand l'occasion semblait idéale, puis le garçon évoque avec délicatesse l'idée qu'on peut trouver du sens dans l'échec.
Assis à côté d'elle, il fait défiler les moments les plus gênants de leur rendez-vous. Kazuki lui demande s'il cherche à se ridiculiser volontairement, mais en regardant chaque photo, elle remarque en silence que ses maladresses reflètent beaucoup de ses propres émotions. Yu lui dit qu'au fond, elle est peut-être excellente pour exprimer ses sentiments, ce qui la fait rougir avant qu'elle n'écarte vite l'idée comme une excuse pour masquer une incompétence. Il sourit et lui souhaite bonne chance pour l'audition. Elle esquisse un sourire en réponse, et quand ils descendent, presque tout illuminés de la grande roue, les filles espionnes commencent à se demander ce qui a bien pu se passer là-haut. Sur le chemin du retour, Kazuki le remercie pour ce rendez-vous, avouant qu'elle a toujours jusqu'ici joué selon les attentes des autres, mais maintenant, pour la première fois, elle se sent libre de jouer de façon fidèle à elle-même. Sachant qu'il pourrait y avoir des gens prêts à aimer ses défauts, Yu prend sa main et lui dit de se souvenir de ce jour. Kazuki retire sa main d'un geste ferme en affirmant qu'elle ne compte pas sur lui pour réussir son audition. Quelques pas plus loin, elle se retourne soudain juste au moment où les sœurs espionnes commencent à paniquer à l'idée d'un baiser. Kazuki se penche vers Yu et chuchote doucement que le baiser qu'elles ont eu plus tôt était en fait son premier et qu'elle ne peut pas faire comme si ça n'était jamais arrivé. Yu commence à s'excuser encore tandis que les deux sœurs, cachées dans les buissons, paniquent, à genoux de curiosité. Kazuki retire ensuite sa perruque sans hâte et déclare le rendez-vous officiellement terminé, expliquant qu'elle doit retourner au théâtre pour une répétition. Plus tard, quand Yu rentre préparer le dîner, les deux sœurs qui l'ont espionné toute la journée l'accueillent d'une manière qui le fait rougir franchement. Les filles échangent un regard entendu, comprenant que même si Yu a passé la journée à soutenir Kazuki, c'est aussi lui qui est censé les soutenir elles, et elles ne vont pas le laisser l'oublier. Le lendemain, alors que les sœurs Mikudono et Yu se rendent ensemble à leur examen, Yu remarque que même Kazuki semble plutôt détendue, à part la prodige cérébrale Miwa. Kazuki répond qu'elle n'aime pas bachoter à la dernière minute pour les examens, même si Nico a l'air de faire exactement ça. Quand Miwa raille Nico au sujet de ses mauvaises notes, Nico balance une excuse bancale en disant qu'elle dépense toute son énergie sur ses muscles. Yu propose alors d'aider la prodige des arts martiaux pour ses études, et les deux se retrouvent mal à l'aise et très proches parce qu'ils sont dans la même classe, ce qui fait rougir les trois sœurs. Alors que Yu explique à Nico la signification du mot « soudainement », il se fait brusquement bousculer par un voleur qui arrache le sac d'une dame et prend la fuite. Yu tente de le poursuivre et le supplie littéralement d'arrêter, mais sa course pataude ne fait qu'amuser le voleur. C'est alors que Nico surgit devant l'homme et lui décoiffe un coup de pied. Le voleur, pourtant, semble avoir fait des arts martiaux dans sa jeunesse et part ses attaques avec aisance, tentant même une contre-attaque. Pendant que Yu s'inquiète pour Nico, les deux autres sœurs restent calmes, sûres que leur sœur ne se laissera pas battre si facilement. Prenant appui contre un mur pour bondir, Nico porte enfin un coup net et envoie l'homme au sol. Elle récupère le sac volé et traite le voleur d'infâme honte pour les arts martiaux. Entre-temps, une foule se forme autour d'elle et certains commencent à la reconnaître comme la championne d'arts martiaux. Nico rend le sac à sa propriétaire et tandis qu'elle tente de dissimuler un bleu, Yu accourt, fouillant son sac pour trouver un pansement. La sœur Mikudono assure que ce n'est qu'une égratignure. Mais Yu réplique que même une égratignure peut faire mal. Pendant qu'il soigne la blessure avec précaution, la fille rougit. À ce moment, le voleur se relève et tente de s'enfuir, mais un garçon, Hayato Tatsumi, du lycée Iwayama, le projette violemment contre un mur. La foule s'agite, chuchotant que Hayato est un champion national. Les sœurs Mikadono se souviennent de l'avoir vu souvent chez elle et Nico l'appelle son senpai en lui demandant ce qu'il fait ici. Le nouveau la tutoie, ce qui met Yu mal à l'aise, puis révèle finalement qu'il est venu la chercher. L'histoire avance, l'équipe de karaté d'Iwayama est présentée à celle de Seika et les deux camps se préparent à s'entraîner ensemble toute la semaine. Tout le monde a l'air enthousiaste, mais l'équipe de Seika proteste contre la présence de Yu, voulant savoir ce qu'il fait là. Le récit recule un peu, laissant voir que Yu a suivi Hayato pour le surveiller. Quand il demande à l'équipe des infos sur ce phénomène, on lui dit que Nico et Hayato ont été entraînés au même dojo, mais on le met en garde. C'est un mauvais garçon qui attire tout le temps l'attention et agace les garçons de Seika. À cet instant, Nico défie le nouveau prodige en combat. D'abord, il refuse, mais sous l'insistance, elle obtient un sourire et il accepte. Le match commence. Les ados de Seika encouragent Nico, espérant qu'elle le battra.
Pourtant, elle commence mal. En reprenant son souffle, la sœur Mikudono réalise que son senpai a atteint un niveau bien supérieur et demande une revanche. Mais Yu se place devant elle et lui ordonne d'arrêter. Il lui dit qu'elle est devenue un vrai désordre, puis se tourne vers son senpai pour lui reprocher de ne pas ménager sa kouaï. Plus tard, alors que Nico et Yu traînent ensemble, elle tente d'adoucir son hostilité envers Hayato en expliquant que c'est son héros. Elle raconte comment, quand Monsieur Mikudono l'a emmenée au dojo, elle battait facilement les garçons plus âgés qui, en représailles, ont essayé de s'en prendre à elle. Juste avant qu'on la mette KO, elle avait fermé les yeux et en les rouvrant, Hayato l'avait sauvée et mis tous ses agresseurs en pièces. Elle ajoute que Hayato a déménagé au collège et depuis, il ne se revoit qu'aux championnats nationaux. Pourtant, il a toujours été une grande source de motivation pour elle. Yu comprend que même Nico a quelqu'un qu'elle admire. Justement, Hayato surgit et, après avoir observé ses capacités, propose de l'emmener avec lui. Tout le monde, Yu compris, s'inquiète et quand Yu proteste, Hayato explique que son équipe veut prendre Nico avec eux à son école. Les garçons de Seika objectent à tota date. Son équipe est composée de garçons, mais Hayato rétorque qu'ils sont devenus mixtes cette année. Le senior ajoute qu'il a déjà convaincu Monsieur Mikidono et l'enjoint à le rejoindre si elle veut devenir plus forte. Il affirme que son entourage est trop faible pour la faire progresser, donc s'entraîner avec eux est inutile. Les garçons de Seika protestent qu'ils ne sont pas du tout faibles, mais se taisent quand Hayato les met au défi de citer quelqu'un capable d'aider Nico à s'améliorer. L'équipe devient mal à l'aise en réalisant que leur capitaine les a portés jusque-là. Nico s'avance face au grand garçon et lui ordonne d'arrêter d'insulter son équipe, assurant que les entraîner a été un bon entraînement pour elle. Pourtant, ses coéquipiers avouent que Hayato a dit la dure vérité. Une fois qu'ils admettent l'avoir freinée, Hayato la relance une nouvelle fois pour qu'elle le suive. Le soir venu, quand Nico sort du dojo, Yu la suit et lui demande s'il peut raccompagner. En chemin, il la couvre de compliments, disant qu'elle est incroyable et que la meilleure école de karaté est venue jusqu'ici pour la recruter. Nico répond qu'il n'y a pas besoin d'en parler, mais Yu, inquiet, avoue que ce qui compte pour lui, c'est surtout de savoir ce qu'elle ressent. Nico affirme que ses sentiments importent peu et explique que le pensionnat semble parfait à tout point de vue. L'inquiétude de Yu grandit quand il réalise que c'est un internat et qu'elle ne sera plus là. Miko se remémore une version d'elle-même qui aurait sauté sur l'occasion sans hésiter, mais ses joues rougissent en pensant à Yu. Arrivée devant son portail, elle lâche soudain qu'elle veut qu'ils restent ensemble. À ce moment-là, tout le groupe de Seika jaillit en larmes, criant qu'ils ressentent la même chose et qu'ils ne veulent pas qu'elle parte. Après cette embuscade émotionnelle, ils s'enfuient en pleurant, laissant Nico se demander s'ils ne sont pas tous des imbéciles. Plus tard au dîner, Kazuki dit à la légère à Nico qu'elle peut utiliser son shampoing et son après-shampoing, ce qui la fige. Une bouteille coûte au moins 10 000 yens quand même. Nico se rappelle la fois où Kazuki s'était fâché parce qu'elle l'avait utilisé par accident. Même Miwa agit bizarrement et lui propose un peu de sa nourriture alors qu'elle ne partage jamais ses plats préférés. Plus tard, en faisant la vaisselle, Nico se plaint à Yu que ses sœurs sont anormalement gentilles et Yu lui fait remarquer que la rumeur de son possible transfert au pensionnat a filtré, donc personne ne veut la voir partir. Après son bain, Nico regarde Yu et se demande pourquoi il lui demande toujours comment elle va sans jamais parler de lui-même. Elle se surprend à vouloir être avec lui, vraiment. Le lendemain, à l'entraînement, le groupe Seika peine face à l'équipe Iwayama et comprend que s'ils ne durcissent pas, ils perdront bientôt leur capitaine. Nico s'approche de sa senpai et déclare gravement qu'elle ne partira pas. Toute l'équipe acclame la nouvelle, mais le prodige proteste vivement, arguant que son école offre de meilleures conditions que Seika. Il tente de lui faire comprendre qu'ils pourraient perfectionner leur art tous les deux. Mais Nico reste ferme. Quand il lui demande pourquoi, elle rougit simplement. Hayato lui dit de venir dans son école après l'entraînement commun, lâchant qu'il l'a toujours vue comme plus qu'une fille ordinaire. À cet instant, un placard s'ouvre en tremblant et Yu en jaillit soudain.
Surprenant ceux du groupe Seika, il parle avec un sérieux inhabituel et annonce qu'il a pris sa décision lui aussi. Il soutient que Nico ne devra pas quitter l'école s'il existe quelqu'un de plus fort que Sayato, puis sans prévenir, il défie le prodige, il bombe le torse et le frappe comme un gorille en avouant qu'il veut lui aussi être avec Nico. Ces mots la font rougir et Yu déclare qu'il gagnera pour elle, quoi qu'il en coûte. On le regarde un instant avec un mince espoir, puis chacun redescend sur terre en jugeant. On tente de convaincre le garçon de regarder au moins la différence de gabarit, mais devant sa détermination, tout le groupe Seika finit par le soutenir, rappelant qu'il est le fils de Subaru Ice et qu'il pourrait avoir un tour dans son sac. Quand Hayato apprend que Yu est le fils de la grande prodige en personne, il sourit et lance que l'académie Seika attire vraiment les phénomènes, mais il précise qu'il n'a aucune intention d'épargner le gamin. Même Nico tente de faire comprendre à Yu que c'est mission impossible pour lui. Elle finit par céder face à sa détermination. Rouge comme une tomate, elle voit Hayato, le grand costaud, accepter le duel et annoncer que le combat aura lieu le dernier jour des entraînements conjoints, après quoi il emmènera Nico avec lui. Cette nuit-là, Yu commence l'entraînement avec Nico après l'avoir provoqué sur un coup de tête. Même elle ne compte pas lui faire de cadeau car son avenir dépend désormais entièrement de lui. Elle entame son apprentissage en lui montrant le jeu de pied fait léger et explique que l'arme principale d'Hayato, c'est son coup de pied à longue portée. Yu aura donc besoin avant tout de vitesse. Il fonce soudain pour la surprendre, mais elle le contre d'un direct et il s'effondre. Nico lui apporte de la glace pour le bleu, mais Yu reste déterminé malgré les chances qui semblent nulles. Il répète qu'il veut rester avec elle et, alors qu'elle rougit, il ajoute qu'il veut aussi être avec ses sœurs, ce qui ruine toutes ses attentes. Yu dit qu'il adore leur faire la bise du matin et quand il lui demande pourquoi elle ne profite pas de l'occasion, il la pousse légèrement contre le mur. Elle finit par avouer qu'elle aime aussi ses au revoir matinaux et que ses sœurs la motivent. Elle l'insulte presque en disant qu'elle ne va pas se répéter, quand la porte s'ouvre par mégarde et révèle que les deux autres sœurs ont écouté en douce. Kazuki propose d'aider Yu à préparer son match difficile et Miwa promet aussi de le soutenir comme elle peut. Yu sourit heureux et les remercie, décidé à arracher Nico au prodige Hayato. Plus tard dans la journée, Nico l'aide à s'entraîner et lui intime de ne pas traîner sur ses pompes. Il se redresse en disant qu'il gère et on découvre que dans sa lettre de défi, il s'interdit d'utiliser sa main et sa jambe dominante, ce qui l'énerve encore plus, mais Nico confesse que ça augmente pas mal leurs chances. Le lendemain, quand Yu rentre avec Nico, il découvre les deux autres sœurs Mikudono déjà là, toutes vêtues de tabliers trop mignons. Nico sursaute et demande ce qui se passe et les filles expliquent qu'elles voulaient juste soutenir le garçon. Yu apprécie l'effort mais pique la curiosité en se moquant un peu, rappelant combien elles étaient nulles en ménage à son arrivée. Les deux deviennent aussitôt maussades et Kazuki précise que le dîner prendra un peu plus de temps que d'habitude. Nico demande alors à ses sœurs pourquoi elles sont si enthousiastes à l'idée de leur préparer un désastre. Mais elles montrent encore plus d'entrain en se demandant comment Yu va adorer ce qu'il goûtera. Pourtant, même en donnant tout ce qu'elles ont, elles n'arrivent pas à produire quelque chose qui ressemble à de la nourriture comestible, et Yu finit par proposer de leur apprendre à cuisiner. Il argue qu'il ne veut pas que tout leur effort soit gâché et fait même dire à Nico qu'elle a hâte de goûter leur cuisine avant d'expliquer davantage. Sur ce, Yu commence les leçons. Il commence par Kazuki, occupé à faire bouillir du chou, et lui dit que mémoriser la recette est la meilleure approche pour éviter les erreurs, puis se tourne vers Miwa pour lui apprendre à éplucher un légume. En voyant ses prodiges se donner à fond, même dans leurs points faibles, Yu se convainc lui-même qu'il ne peut pas non plus se permettre d'abandonner. Quand le plat est enfin prêt, Nico devient toute rouge en réalisant que c'est son plat préféré et comprend que les deux ont en fait essayé de le préparer pour elle, malgré un premier essai tellement raté que la nourriture était méconnaissable. Kazuki dit à Nico de se régaler avant que ça refroidisse, elle croque une bouchée et trouve ça étonnamment bon. Mais quand Yu lève la cuillère, elle lui glisse des mains car son bras tremble violemment.
Gêné, Yu s'excuse en expliquant qu'il s'est juste trop entraîné et à ce moment, Miwa lui tend sa cuillère pour le nourrir, laissant les deux autres sœurs complètement sous le choc. Yu dit à Miwa que c'est délicieux, ce qui la fait rougir et Kazuki ne veut pas rester à l'écart. Elle souffle doucement sur la bouchée pour la refroidir puis nourrit Yu elle-même. Quand Yu la remercie, Kazuki et Miwa comprennent à quel point donner fait du bien. D'ordinaire, ce sont eux qui reçoivent tout. Et Nico, surprise, n'avait jamais vu ses sœurs agir ainsi. Pendant ce temps, elles continuent à nourrir Yu comme s'il était un prince. Plus tard, après l'entraînement, Nico le remerciera, Kazuki lui apportera une serviette et Miwa des tranches de citron au miel pour la fatigue. Nico s'agace un peu de ce traitement spécial que ses sœurs lui réservent. Elle s'avance vers le garçon et lui demande d'arrêter. Il se fait tard, mais lui reste de bonne humeur et soutient qu'il peut encore continuer. Le lendemain, à 2 jours du grand match, Hayato descend le couloir en repensant à l'ardeur que Nico avait autrefois. Pour elle, la force a toujours été primordiale. Pourtant, quand l'occasion s'est présentée, elle l'a refusé et n'est pas partie avec lui. À cet instant, Nico se place devant lui et lui adresse un simple salut. Son senpai lui reproche son manque de cran, disant qu'elle s'appuie maintenant sur ce gamin perdant au lieu de décider par elle-même. Le qualifiant de pathétique, il lui dit qu'elle n'est pas si faible, puis s'éloigne en jurant que dans 2 jours, il battra le fils de Sabara et l'emmènera dans son école pour la remettre sur pied. Ce jour-là, pendant que Nico entraîne Yu, elle note que ses coups se renforcent vraiment, mais son esprit revient sans cesse aux paroles d'Hayato sur sa dépendance aux autres. Elle s'excuse de l'entraîner dans ses problèmes, admettant qu'elle devrait être celle qui tient la barre. Ses pensées tournent autour d'Hayato, de son père et de son équipe, qui attendent d'elle qu'elle soit toujours solide. Elle a l'impression que tout le monde la voit comme quelqu'un sur qui compter. Au fond, même si elle veut être plus forte, elle sait que ce n'est pas tout ce qu'elle est. Elle se souvient de la peur qu'elle a ressentie contre le grand gaillard et de la tentation des petits plaisirs féminins. Maintenant, elle entend sans cesse les voix des autres, jusqu'à Monsieur Mikodono, lui répétant qu'elle n'a pas besoin d'être féminine. C'est pourquoi elle hésite entre féminité et force, se retrouve indécise et s'est toujours forcée à croire que la vraie Nico Mikadono n'est pas du genre féminine. Quand elle s'excuse encore auprès de Yu de l'avoir entraînée dans son bordel, il lui répond qu'il a lui-même défié Tatsumi, mais ajoute qu'elle se comporte beaucoup plus hors de son personnage qu'elle ne le croit, ce qui la touche profondément. Yu raconte que la première fois qu'il l'a vue, il pensait qu'elle était un monstre, mais après l'avoir côtoyée, il a découvert le contraire. Elle sait se tenir et s'intéresse même à la beauté, à la mode et aux fleurs. Miko pète un câble et lui explose à la figure, hurlant qu'elle ne lui a jamais demandé de l'espionner. Yu s'excuse et dit qu'elle était juste trop forte, que la voir ainsi révélait une facette nouvelle d'elle. Alors qu'elle rougit et se détourne, Yu lui assure qu'il n'a jamais trouvé ça étrange. Il explique qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté chez une personne et que sa force est le vrai Nico. À l'entendre, elle s'embarrasse et lui met une droite si violente qu'il vole et s'écrase au sol. Assise, la tête basse, Nico avoue vouloir faire ses propres choix, mais confesse aussi qu'elle veut son aide. Pendant qu'elle débat de son indécision, Yu l'approche et lui dit qu'ils affronteront Hayato ensemble, lui demandant de lui laisser tout gérer. Le lendemain, Kazuki et Miwa enchaînent leurs répétitions en vitesse, pressés de venir voir le match de Yu. Sur le lieu du combat, Yu et Nico se tiennent face à Hayato. Celui-ci exige des explications de Nico sur sa présence. Yu s'avance sûr de lui et réclame 2 combats au grand patron. Il argue que si Hayato veut l'emmener pour la rendre plus forte, alors si elle le bat, il n'aura plus besoin de la recruter. Après cette déclaration, il s'incline profondément devant Hayato et le supplie de la laisser rester, même s'il perd contre l'un d'eux. L'équipe de Nico juge l'attitude de Yu comme basse, mais le champion Hayato n'esquive pas et accepte la proposition injuste. Tandis que la foule commence à dénigrer Yu, Nico s'inquiète et lui dit qu'il se fait passer pour le méchant devant tout le monde. Yu, lui, s'en fiche et explique que tout cela fait partie de son plan pour la protéger. Il ira le premier et doit blesser le champion à... Nico le dit plus clairement, lui demandant s'il veut vraiment servir de mouton sacrificiel.
Juste avant le match, la main de Yu se met à trembler de peur et Nico accourt en lui tenant les mains pour lui dire d'arrêter d'avoir si peur. Quand Yu entre sur le tatami, Hayato jure d'emmener Nico avec lui, mais Yu, sans la moindre peur, déclare qu'il va prouver le fruit d'une semaine d'entraînement avec Nico. Yu parvient à remotiver tout le monde et alors que l'on croit enfin que quelque chose va advenir, leurs espoirs sont brisés. Le garçon se fait rouer de coups en un instant. On ne lui en veut pas, il n'a fait qu'une semaine d'entraînement. Curry vient vers Nico et s'excuse d'avoir perdu aussi lamentablement. Elle lui dit que c'était bien de l'avoir laissé entrer et admet qu'elle voit qu'il a vraiment bossé toute la semaine. Sur ces mots, Nico monte sur le tatami pour son match et sent une vague de détermination quand Yu lui dit de donner le meilleur d'elle-même. Au coup d'envoi, elle porte le premier coup, entamant fort grâce à sa vitesse incroyable. Elle sait que la victoire passe par se rapprocher de son senpai et elle parvient même à mettre Hayato sur la défensive. Ses coéquipiers exultent et celui aux cheveux gris la surnomme au hasard l'éclair de Seika. Nico commence à s'inquiéter en se demandant pourquoi son senpai reste si défensif. Elle a l'impression qu'il crie qu'il peut déjà prévoir chacun de ses gestes et sur ce, Hayato sourit et lui assène un crochet au torse bien appuyé. En regardant son combat, Hayato réfléchit au style de Nico. Il sait qu'elle est fulgurante et que son karaté est un modèle type, mais le souci c'est qu'elle n'en sort jamais, ce qui la rend trop prévisible. Nico tente un coup de pied sauté vers le haut, échoue, et Hayato marque aussitôt un nouveau point avec un coup moyen, la laissant à un point de la défaite. Démoralisée, elle entend Hayato lui dire que ça suffit les humiliations et qu'elle devrait déjà le suivre. Alors qu'elle s'apprête à lâcher son rêve et capituler, Yu lui crie dessus. Il a même réussi à improviser une troupe de supporters en convainquant le groupe de Seika que c'est essentiel qu'elle gagne. Surprise, Nico proteste d'abord, puis réalise que ce gamin a toujours été bizarre et elle en rit même en y repensant. Elle reprend finalement courage en se souvenant que Yu lui a dit qu'on a le droit d'être vulnérable parfois. Retrouvant qui elle est, elle gagne en assurance et même Hayato remarque un changement. Quand Nico fonce sur lui cette fois, ses attaques deviennent imprévisibles et elle place un coup de pied montant après une feinte maligne. Ensuite, elle simule un direct, bondit soudain et assène un revers avant d'enchaîner sur une autre prise inattendue. Même l'équipe Seiko et Bouche Bée, ils n'ont jamais vu Nico sortir des ruses pareilles en match. Yu la regarde sourire pendant le combat alors qu'elle égalise avec Hayato. À ce moment, ses sœurs arrivent, inquiètes du dénouement, et en entrant, Hayato comprend que ce n'est plus la même Nico. Mais Nico le rassure. Cette facette fait aussi partie d'elle. Sur ces mots, elle porte un dernier coup de pied montant et l'assomme définitivement. L'équipe Seika explose de joie pour sa victoire et Nico se tourne vers Yu, rouge. Yu se précipite avec une serviette pour essuyer ses larmes. Elle pose la tête sur son épaule et demande doucement si on a le droit de pleurer après avoir gagné. Ce soir-là, tandis qu'Hayato s'apprête à partir, Nico s'excuse de ne pas l'avoir suivi malgré ses tentatives bienveillantes de la recruter. Hayato pousse un soupir, puis esquisse un petit sourire, disant que tout est fini maintenant. Nico avoue qu'elle n'en revient pas de la rapidité de sa défaite et se demande ce qui se serait passé si Hayato l'avait affronté seul. Hayato concède que le garçon a réussi à le blesser et montre une marque sur sa jambe droite en guise de preuve. Il explique que Yu était focalisé sur ce point précis, ce qui l'a empêché d'esquiver son dernier coup et a causé sa chute. Avant de partir, il confie à Nico que la seule raison pour laquelle Yu ne voulait pas qu'elle parte, c'est qu'il tient vraiment à elle. Nico rougit en trouvant des excuses au hasard, et Hayato avoue qu'au-delà de vouloir la pousser à devenir plus forte, il avait aussi des raisons personnelles. Il lui avoue enfin qu'il l'aime bien. Nico ne recule pas et lui répond qu'elle l'aime beaucoup aussi. Voyant cela, Hayato tombe à genoux, réalisant qu'elle ne l'a pas du tout compris, et lui dit fermement qu'il a des sentiments pour elle. Nico panique et lui demande depuis quand il se sent ainsi. Il avoue l'aimer depuis toujours, lui dit qu'il veut être avec elle et lui demande son avis. Quand elle reste muette, il dit qu'elle n'a pas à répondre et la félicite pour tout le chemin qu'elle a parcouru avant de partir. Après son départ, Miko réalise qu'elle pourrait ressentir quelque chose pour Yu et rougit jusqu'aux oreilles, puis chasse vite l'idée en se répétant que ce n'est pas son genre de s'attarder sur ce genre de choses.
Pourtant, malgré elle, elle n'arrive pas à le sortir de sa tête. Elle se rappelle qu'il lui a dit que toutes ses facettes la définissent et qu'il n'y a ni juste ni faux, même si le match est fini. Son cœur bat toujours la chamade. Cette nuit-là, en rentrant, Nico est agacé que ses frères avec Yu l'aient laissé dehors après son match. Mais lorsqu'elle entre, la maison est décorée pour la fêter et Yu l'accueille chaleureusement. Ils ont préparé une petite fête et Yu lui demande d'attendre un peu car le dîner prendra du temps. Nico remarque ses mains bandées et lui dit de les laisser se reposer et guérir. Mais Yu insiste qu'il va bien et, n'ayant pas beaucoup combattu, veut au moins cuisiner pour elle. Miwa aide Kazuki à dresser la table pendant que Nico pose sa main sur celle de Yu, lui rappelant que c'est lui qui dit que même les petites égratignures font mal. Elle lui demande s'il ne veut jamais rien pour lui et lui fait remarquer qu'il a bossé toute la semaine pour elle, alors elle pourrait au moins lui rendre ce service. Elle lui dit de demander n'importe quoi et elle exaucera son vœu. Yu, jouant le vilain badin, demande si vraiment n'importe quoi et exige qu'elle soit à lui pour toute une journée. Nico proteste, pose ses limites et les deux autres sœurs flippent à l'idée qu'il reste seul. Kazuki trouve vite une idée et dit à Yu qu'il peut aussi lui demander un service. Miwa s'y met aussi. Yu joue encore le méchant, prétend pouvoir avoir les trois, puis fait sa plus belle moue d'enfant et les supplie d'aller à un parc d'attractions avec lui. Les trois filles ont des sentiments contradictoires, se demandant si Yu est en mode gosse ou midinette. Nico demande si c'est vraiment tout ce qu'il veut et Yu explique tout content que c'est son rêve d'y aller en famille. Les filles craignent que tout le monde prenne ça pour un rencard vu qu'elles sont adolescentes. Mais juste à ce moment-là, le portable de Nico sonne, appel du père. Yu arrache le téléphone et dit à l'oncle que même les prodiges ont besoin d'une journée de détente, voyons. Il argue que si on les oblige à être parfaites tout le temps, elles risquent de craquer quand ça comptera vraiment. Il le presse d'être courageux et d'offrir à ses filles une vraie pause, rappelant le dernier événement où il s'est fâché et affirmant que cette fois-ci, un break leur ferait du bien. Monsieur Mikodono réclame froidement que Yu rende le téléphone à Nico et le pauvre garçon se transforme aussitôt en poule mouillée. Il dit ensuite à sa fille qu'il a entendu parler de sa victoire contre Hayato, le meilleur karatéka lycéen du pays, et avoue ne jamais avoir imaginé qu'elle gagnerait, même en match informel. Il ajoute que s'il avait un temps pensé qu'elle devrait aller dans l'école d'Hayato, il n'en voit plus la nécessité désormais. Il la félicite et Kazuki précise que c'est seulement parce qu'elle a dépassé ses attentes. Pour une fois, il prend au sérieux les mots de Yu et accepte qu'elles prennent une journée de congé. Yu s'éclate de joie et annonce qu'elles iront au parc d'attractions dimanche prochain. Le lendemain, les trois sœurs ne pensent plus qu'à ça, le voyage leur bouffe la tête. Le jour arrive enfin et Yu attend les trois sœurs. Miwa arrive la première, se couvre les yeux en demandant si on peut la reconnaître. Yu sait tout de suite que c'est elle et remarque qu'elle a clairement essayé d'être plus habillée que ses sœurs. Il lui dit que le look décontracté lui va très bien, ce qui la fait sourire. Quand Kazuki arrive, elle est tellement déguisée que même Miwa ne la reconnaît pas et Yu avoue qu'il aime ce nouveau style, ce qui fait rougir Kazuki. À ce moment-là, la troisième sœur apparaît, plus ravissante que jamais et tout le monde la fixe. Kazuki la taquine en lui demandant pourquoi elle s'est maquillée comme ça. Pendant que les sœurs se chamaillent, Yu se tourne vers Nico et lui dit qu'elle est magnifique. Elle rougit et avoue avoir apporté ses vêtements depuis longtemps, mais toujours cachés dans son placard. Maintenant qu'elles sont toutes là, Yu dit qu'il faut entrer toutes de suite. Les trois sœurs le regardent, chacune en train de mijoter en silence comment lui faire perdre la tête. En entrant, elles arrivent devant la maison hantée et Yu comme Kazuki ont l'air impatients d'y aller. Yu soutient que puisque c'est une collab avec le film d'horreur le plus terrifiant, l'expérience doit être palpitante pendant que Miwa et Nico comprennent vite que Kazuki essaie elle aussi de séduire Yu comme elle. Kazuki les regarde, bien décidée à être la première à conquérir Yu. Elle jure de montrer qu'elle maîtrise le rôle de l'héroïne, prête à faire semblant d'être terrorisée en s'accrochant à lui comme dans un mélodrame. Pourtant, dès qu'elles entrent, Kazuki oublie tout son plan. Dès que quelqu'un tente de l'effrayer, elle commente l'interprétation de l'acteur, oubliant totalement qu'elle n'était pas là pour critiquer. Elle essaye de se forcer aux larmes, se baisse pour s'approcher de lui, mais autour d'elle, il n'y a plus personne. Quand enfin elle le repère, le garçon est assis, figé comme une statue, terrorisé par tout ce qui se passe.
Elle tente de le rassurer en disant que tout est faux, qu'il n'a pas à avoir peur, mais Yu trouve tout de suite une excuse, prétextant être tombé à cause de l'obscurité et lui conseille de faire attention. À cet instant, des mains jaillissent du mur et il panique complètement, laissant Kazuki jouer le rôle rassurant qu'elle voulait que Yu tienne. Dehors, les deux autres sœurs attendent, angoissées que Kazuki ne s'accroche à lui à chaque occasion. Quand elles reviennent enfin, elles trouvent Yu porté sur le dos de Kazuki. Au lieu de rougir, Kazuki est pâle comme un linge. Yu s'excuse d'avoir fait l'idiot, mais avoue qu'il est content qu'elle soit venue. Son dos l'a calmé. Kazuki perd lamentablement la bataille et rougit la première, tandis que Miwa esquisse un sourire en coin. Sa sœur est la plus faible et elle commence déjà à imaginer sa prochaine stratégie pour gagner Yu. Plus tard, arrivée au grand 8, Yu demande à Miwa si elle veut monter. Elle accepte vite, avouant quand même qu'elle n'est pas fan des manèges effrayants et lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Kazuki proteste en disant qu'elle voulait y aller aussi, mais craint que sa perruque ne tombe, et Nico refuse de monter. Pendant que Miwa est à côté de Yu, elle rit intérieurement, elle a menti en disant avoir peur. En vrai, elle adore la vitesse. Pendant ce temps, Yu n'a pas l'air à l'aise assis à côté d'elle. Miwa fait la rêveuse, joue la fille en détresse pour qu'il la tienne, puis à la fin de l'attraction fait semblant d'être étourdi et lui propose de s'asseoir sur un banc, sauf que, encore une fois, il a disparu des lieux. En regardant autour d'elle, elle le trouve étendu sur un banc et accourt en demandant pourquoi il reste là comme ça. Yu avoue qu'il a toujours été une poule pour les manèges flippants et qu'il n'est monté que parce qu'il voulait être avec elle. Ça fait rougir Miwa. Elle lui pose un coussin sur les genoux, devient rouge tomate et perd complètement la partie. Ensuite, Nico a l'air prête à faire chavirer le garçon en l'emmenant aux tasses. Elle prétend aimer les attractions où on gère la vitesse soi-même et faire la cool, mais au fond, elle complote. Avec sa force, elle va faire tourner la tasse plus vite qu'une machine à laver et gagner enfin son cœur. Assise dans la tasse, Yu force un peu trop et manque de percuter Nico. Elle hurle et quand il s'approche vraiment trop, elle le pousse d'un coup de poing, mais le retient de justesse par le col. Les deux sœurs qui regardent comprennent que Nico n'a jamais eu sa chance. Après cet échec pitoyable, les filles essaient de le faire rougir pendant le goûter. D'abord, Miwa arrache un petit grain sur le visage de Yu et le met dans sa bouche en espérant le faire rougir. Mais il lui rend l'appareil, laissant Miwa complètement écarlate. Ensuite, c'est au tour de Kazuki. Elle apporte une boisson à deux pailles pour siroter avec Yu. Juste au moment où il boit, elle lui crie de reculer et ruine encore une fois son plan. Enfin, c'est Nico qui tente sa chance, mais elle aime tellement les churros qu'elle oublie tout et le remercie d'avoir voulu les faire goûter. Aucune des sœurs n'a réussi ses manigances. Il est temps de rentrer. Les filles se demandent de pourquoi Yu les a invités alors qu'ils ne supportent aucune attraction et réalisent qu'ils voulaient peut-être juste venir en famille. Nico attrape son téléphone et fait un selfie lui demandant de le garder en souvenir. Elle avoue s'être éclatée et concède que sans lui, elle ne serait jamais venue. Les deux autres sœurs le félicitent aussi, lui disant qu'il a été parfait en supporter. Toutes 103 le remercient, ce qui fait rougir le garçon, et les sœurs réalisent à quel point ça avait été facile, alors qu'elles avaient bricolé 1000 plans compliqués qui ont tous foiré. Dans le train du retour, Miwa voit une affiche la montrant contre Sakuraya chez elle et se dit qu'elle n'est pas prête à rentrer. Le lendemain, Nico et Kazuki sont plus motivés que jamais et les sœurs se rappellent qu'il faut parfois nourrir son esprit. À ce moment-là, Yu arrive en trombe et souhaite bonne pratique au Mikadono. Elles répondent en chœur, ce qui les fait toutes deux rougir, puis Yu retourne aux corvées du jour, se souvenant que Miwa est partie tôt. En voyant son sac sur une étagère, il panique, elle a oublié son déjeuner. Connaissant son amour de la bouffe, il décide de l'emmener et de le lui livrer, se demandant si le match... En chemin, Yu tombe sur une mordue de bouquin, un peu surprenante par ce beau temps. La lectrice heurte un poteau électrique et manque de trébucher sur des pavés. Yu se précipite, mais elle passe simplement devant lui. La fille le remarque et lui demande si tout va bien. Yu voit qu'elle transpire beaucoup sans s'en rendre compte et lui tend une prune séchée, expliquant qu'elle rétablit sel, vitamine C et minéraux, lui disant
Elle se demande qui transporte des prunes séchées par une telle chaleur, puis en sort une de sa poche et comprend que le garçon lui ressemble bien. Yu arrive enfin au club de shogi et assiste à son tout premier match. Il repère Miwa à son plateau et la trouve plutôt cool, si calme. Yu demande à l'homme à côté de lui si Miwa gagne, mais l'homme lui répond en demandant qui il est. L'homme explique que Miwa est détentrice d'un titre. Même si son niveau est supérieur, son adversaire s'est préparé pour contrer son style, ce qui la met sous pression, mais il reconnaît qu'elle peut encore renverser la situation. Alors que Yu regarde, il la voit tendue mais totalement concentrée et il comprend qu'il est presque impossible de l'approcher pendant la partie. Le match continue jusqu'à ce qu'un homme s'illumine et remarque l'habitude de Miwa de se lécher la langue quand elle est sûre de gagner, disant que dès qu'elle le fait, l'adversaire n'a plus aucune chance de riposter. Ça se produit exactement comme il l'a dit, et l'adversaire abandonne, donnant la victoire à Miwa. Elle pousse un soupir de soulagement et Yu accourt vers elle avec un sourire qui la fait rougir. Mais quand il lui dit qu'elle était plus cool que d'habitude, Miwa se plaint que sa remarque est un peu rude. Quand Yu plaisante qu'il aurait dû la prendre en photo, elle proteste vivement et explique qu'elle déteste qu'on la voie comme quelqu'un de trop stylé. Puis elle lui demande ce qu'il fait là. Yu sort son sac à main et dit que jouer au shogi épuise, alors il lui a apporté plein de plats à côté. Après lui avoir tendu le déjeuner, il s'apprête à partir, mais Miwa l'arrête et lui demande s'il veut manger avec elle. Yu trouve ça mignon et dit qu'il va juste acheter quelque chose pas loin, mais avant qu'il ne puisse partir, la fille d'avant fonce, arrache le sac de Miwa et affirme avoir trouvé la raison des récentes mauvaises performances de Miwa. La scène change et la nouvelle fille se joint au repas, même si Miwa est visiblement furieuse qu'on lui ait volé son repas. Alors que l'histoire revient en arrière, la fille s'indigne de voir un garçon cuisiner pour Miwa et le rend responsable de ses soucis récents, déclarant qu'elle va confisquer le déjeuner. Mais Miwa récupère le sac d'un coup sec. La fille commence alors une scène proclamant que sa plus grande rivale se bat pour une stupide boîte à déjeuner. Yu, entendant le mot « rival », s'illumine d'excitation et déclare qu'ils seront à la fois meilleurs amis et rivaux. La nouvelle fille s'emballe et se présente comme l'éternel rival de Miwa, Sakura Yeotome, mais Miwa ne la prend pas au sérieux, affirmant qu'elle gagne toujours toutes leurs parties, même les privées, et rappelant que Sakura ne l'a jamais battue une seule fois. Sakura réplique en admettant que le taux de victoire de Miwa n'a pas baissé, mais qu'elle ne la voit plus à son niveau habituel, soulignant que la vraie Miwa broierait normalement son adversaire en quelques secondes. Elle n'arrête pas de crier que Miwa n'est pas dans son assiette, jusqu'à manquer de souffle, puis proclame enfin avoir mérité le droit de la défier et lui lance qu'elle est cuite. Yu, lui, remarque surtout combien Sakura semble tenir à Miwa. Sakura s'excuse en disant que, en rival, elle doit l'étudier à fond. Ensuite, elle les suit partout et finit par se joindre à leur déjeuner, prétextant que c'est pour ses observations. Miwa tente de l'en dissuader, disant qu'elle ne peut pas partager son repas, mais Sakura fanfaronne qu'elle a apporté le sien, et quand elle ouvre la boîte, une espèce de matière noire en sort et inonde l'air. Miwa, horrifiée, demande si elle va vraiment manger des ordures, mais Sakura insiste, ce sont des œufs frits, et vu qu'elle est absorbée par ses recherches scientifiques, elle se fiche de l'apparence de son déjeuner. À ce moment, un chien aboie et fait tomber le repas de Sakura qui se précipite pour le rattraper. En trébuchant, Yu la suit et la rattrape avant qu'elle ne tombe. Il l'aide à se relever et lui demande si ça va, ce qui fait rougir Sakura, tandis que Miwa, bouche bée, explose de colère. Sous la pression, Sakura gifle soudain Yu et l'accuse de perversion, déclarant que si elle a des ennuis à cause de ça, elle le tiendra pour responsable. Yu lui tend alors l'onigiri qu'il avait aussi réussi à attraper. Sakura le remercie d'abord, puis se fâche de nouveau, jurant qu'elle ne peut pas le manger. À ce moment, Miwa remarque quelque chose d'étrange et fait remarquer que Yu et Sakura se ressemblent étrangement. Miwa demande combien de temps Sakura compte rester collée à Yu, et Sakura rétorque sèchement que ça ne la regarde pas et qu'elle ferait mieux de se concentrer sur sa stratégie de match. Miwa répond qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dicte sa conduite, tandis que Yu rit en commentant que Miwa avait toujours l'air si solitaire à l'école. Ici, elle avait l'air vraiment cool. Les deux filles continuent de se chamailler et Yu voit leur lien comme une petite amitié mignonne.
Agacée, Miwa cesse de pincer les joues de Sakura et affirme à Yu qu'elles ne sont pas amies du tout. Sakura acquiesce aussitôt en disant qu'elles sont rivales. La dispute repart et Yu les regarde toutes les deux en souriant. Sakura est devenue joueuse professionnelle de shogi dès la seconde, mais restait une inconnue parmi les prodiges. Elle poursuivait ses recherches intensives, montrait de vrais progrès et mettait toute sa volonté de faire pour atteindre le match du titre. Miwa, elle, est devenue la plus jeune détentrice d'un titre et n'a jamais perdu contre Sakura. Leur niveau était manifestement différent et pour personne Sakura n'était rivale, sauf pour Sakura elle-même. Une semaine plus tard, le jour du premier match du tournoi arrive enfin. Yu tente de sortir discrètement au petit matin pendant que Miwa dort encore, mais en ouvrant la porte, il retrouve les deux sœurs déjà là. Ils se demandent par là tous pourquoi elles sont levées si tôt et réalisent qu'elles voulaient toutes aller au sanctuaire pour prier la chance de Miwa. À leur arrivée, elles sont surprises de voir Sakura déjà présente. Yu demande si elle est venue prier aussi, avouant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une bosseuse comme elle ait la foi. Sakura répond qu'à son grand regret, elle est inférieure à Miwa, donc elle sait. Puis elle demande qui est Yu. Il explique qu'il est leur supporter et qu'il travaille pour elle. Quand Sakura paraît surprise, Yu précise qu'étant tellement médiocre, c'est la seule chose qu'il sache faire correctement. La jeune fille proteste contre ce rôle d'aide ménager, disant qu'il ne doit pas se contenter de tâches domestiques comme un figurant quelconque. La lumière ne revient pas qu'au génie, insiste-t-elle. Elle est l'héroïne de sa propre vie et refuse de renoncer. Elle ajoute qu'elle s'était crue semblable à eux autrefois, mais qu'elle a eu tort, puis s'éloigne en proclamant qu'elle sera la gagnante. Et juste au moment de partir si fièrement, elle trébuche quelques pas plus loin, montrant son côté maladroit. Comme Yu, on s'en rend compte quand il se précipite pour l'aider, mais heurte le même endroit et tombe sur elle. Les deux sœurs poussent un cri, tandis que Sakura le repousse vite en lui criant de dégager. Yu lui dit que ça prouve juste combien elles se ressemblent, ce qui fait rougir la fille comme une tomate. Incapable de supporter Sakura plus longtemps, les sœurs laissent jaillir une aura de feu en priant pour que Miwa la terrasse complètement dans le match. Sakura se relève en catastrophe et s'enfuit, disant qu'elle n'a pas une seconde à perdre car elle a encore une dernière poussée. On remonte le temps et le duel entre la championne en titre et Sakura a déjà commencé, toutes deux hyper concentrées tandis que Yu est rivé au stream sur son portable. Les deux autres sœurs lui disent calmement qu'il n'y a pas de quoi stresser, le tournoi est en best of 5, aujourd'hui ne tranche rien. Yu secoue la tête et explique que le format a été changé à cause d'un problème d'emploi du temps bizarre rendant la première partie déterminante. Même après ça, les deux sœurs restent tranquilles et rappellent que Miwa n'a jamais perdu contre Sakura. Un moment plus tard, tous trois sont assis ensemble, la mâchoire serrée devant l'écran. Yu rapproche les sœurs, les suppliant de continuer à regarder avec lui. Elles se dégagent en pestant, sûres que leur sœur ne perdra pas, et pourtant, à la surprise générale, Miwa concède la première manche. Yu panique, mais les sœurs tentent de le calmer, ce qui lui fait croire qu'elles ont déjà envisagé la défaite. Cette illusion s'effondre vite, de retour dans leur chambre, leurs réactions trahissent toute autre chose. Yu se met à préparer le dîner en faisant tout sur le thème du chat pour remonter le moral de Miwa. Quand elle revient, il l'accueille chaleureusement et les deux sœurs essaient elles aussi de la réconforter. Mais Miwa insiste, elle n'a pas du tout envie de dîner. Quand Yu lui demande si elle n'a pas faim, elle réplique qu'elle doit se concentrer sur la recherche pour son prochain match et s'enferme dans sa chambre pour la nuit. Après des heures d'études, elle aurait bien besoin d'un sucre mais ne trouve rien, jusqu'à ce qu'elle découvre discrètement des bonbons déposés devant sa porte par ses sœurs. Au moment où elle tend la main, elle sursaute en entendant la bulle de morve du nez de Yu éclater alors qu'il roupille à la porte. Elle lui dit d'aller dans sa chambre, mais Yu répond qu'il l'attendait parce que sa gourmandise avait besoin d'une dernière touche. Il l'emmène en cuisine et lui présente une friandise nocturne, une boule noire ronde faite de son chocolat préféré. Il la termine en versant du chocolat chaud dessus. Quand la coque fond, une myriade de petits chats en sortent, faisant briller les yeux de Miwa.
Elle rougit et avoue qu'elle la mangera sans se soucier des calories, vraiment pas du tout. L'histoire avance, une semaine passe et Miwa perd encore contre Sakura. Yu accourt, refusant de croire que Miwa ait perdu 2 fois d'affilée contre une fille qu'elle n'avait jamais battue, même en simulation. Il se rappelle que les sœurs Mikudono lui ont dit que les finales se jouent au meilleur des 5 manches, donc Miwa a encore une chance. Yu file dans la salle où elle jouait, appelle Miwa mais tombe sur Sakura qui, sans émotion, lui dit que Miwa est partie. Sakura se moque alors de Miwa, la traitant de has-been et accusant sa défaite de venir d'un excès de confiance naturelle plutôt que d'un vrai travail et d'une préparation sérieuse. Elle se pavane et ses provocations enflamment Yu. On s'attendrait à ce qu'il explose, mais il la surprend en lui faisant une courbette et en la remerciant. Il explique qu'à son avis, si Miwa s'entraîne et construit une stratégie, elle peut revenir et que sous ses mots durs, il sent que Sakura cherchait en fait à ce qu'il console Miwa. À ces mots, Sakura rougit et proteste qu'elle ne pensait pas du tout ça, tandis que Yu, calme, lui fait remarquer que tout laisse croire qu'elle attendait justement son arrivée pour le dire. Avant de partir, il la félicite même pour une ouverture de partie impressionnante et lui rappelle que ce n'est pas la fin pour Miwa. De retour chez lui, Yu trouve les 2 sœurs Mikudono, l'air dégoûtées, et demande aussitôt ce qui s'est passé. Elles expliquent que Miwa est bien revenue, mais qu'elle s'est soudain précipitée hors de la maison peu après. Yu s'inquiète, elle était déjà anéantie par sa défaite, mais les sœurs assurent que Miwa est plus forte qu'il n'y paraît et qu'elle ne sombrerait pas si facilement. Ils ont essayé de la consoler en lui rappelant qu'il lui suffit de gagner 3 parties et que l'échec n'est pas la fin du monde, mais Miwa les a regardés d'un air glacial et leur a dit qu'elle n'était pas du tout comme eux. Kazuki avoue que leurs conseils n'ont fait qu'agacer Miwa et que maintenant il s'inquiète encore plus de son état. Sans perdre une seconde, Yu file dans la ville à sa recherche et demande aux sœurs Mikudono de rester. Bientôt, la pluie se met à tomber à verse, mais Yu s'en fiche et court dans les rues, obsédé par l'idée de comprendre ce qui a pu la bouleverser. Suivant son instinct, il fonce vers un café à thème félin où il la trouve enfin assise tranquillement en train de jouer avec un chat. Yu entre et lui dit avec chaleur combien il est soulagé de la voir saine et sauve. Miwa réplique en lui demandant ce qu'il imaginait qu'elle ferait, et Yu s'était figuré qu'elle serait assise seule sous un pont, trempée et enrhumée. Une serveuse intervient et lui tend une serviette pour s'essuyer. Il s'assoit en face d'elle et lui demande si elle vient souvent ici. Miwa explique que rarement leurs vies sont trop chargées pour s'occuper d'un animal. En plus, Kazuki y est un peu allergique, ajoute-t-elle. Avec leur entretien négligé, adopter un chaton relèverait de la cruauté, donc elle évite. Pour l'encourager, Yu lui rappelle qu'elle n'a perdu que 2 parties, et maintenant qu'elle a retrouvé l'envie d'y aller. Au lieu de se motiver, Miwa enfouit son visage dans le pelage du chat comme une véritable excentrique, inspirant profondément, puis répond doucement que les joueurs professionnels consacrent toute leur vie au shogi, passant chaque instant éveillé à étudier et chercher, car pour eux le shogi est une passion vitale. Yu lui dit qu'il croit en elle, mais Miwa retient ses larmes et avoue que sa relation avec le shogi n'a jamais été ce que les autres imaginent. Depuis l'enfance, son père lui disait qu'elle était née avec un don naturel qu'on ne pouvait obtenir par l'entraînement. Lui a proposé 3 jeux et elle a choisi le shogi où elle a battu des records en devenant la plus jeune championne, rendant son père fier. Pourtant, la vérité, c'est qu'au fond, elle cherchait juste à rattraper ses sœurs. C'est pour ça qu'elle avait pris le plateau au départ. Elle se souvient même d'avoir demandé un jour pourquoi elle travaillait tant, et Kazuki lui avait répondu qu'elle aimait briller sur scène. Même si ses sœurs parlaient toujours de leur passion avec ferveur, Miwa n'y trouvait jamais son compte. Elle voyait au fond d'elle qu'elle courait après leurs rêves, tandis qu'elle n'utilisait le shogi que comme un tremplin pour exister. Cette seule pensée la faisait se sentir comme une ratée à côté d'elle. Yu comprend alors ce qu'elle voulait dire quand plus tôt, elle les avait rabroués en affirmant « Je ne suis pas comme vous ».
Elle poursuit en expliquant que le shogi est tellement impitoyable que ça en devient effrayant, qu'on perçoit presque l'obsession de l'adversaire en face. En parlant, le poids de son engagement superficiel l'écrase. Elle avoue en sanglotant qu'elle savait que le jour viendrait où elle commencerait à perdre des parties. Finalement, elle craque en larmes lourdes, la voix tremblante, et Yu lui tapote doucement la tête en la remerciant sincèrement de lui avoir montré ce côté d'elle. Miwa continue de pleurer en disant qu'elle ne veut pas rentrer et Yu répond qu'il ne compte pas la laisser rentrer si tôt non plus. Ces mots la font rougir, il lui prend la main et l'emmène dehors. Autour d'eux, elle ne voit que des hôtels pour couple, ce qui la stresse et lui fait imaginer 1000 plans tordus de la part de Yu. À sa surprise, il la conduit simplement au supermarché Inokumiya en prétendant que c'est le plus grand du coin. Miwa demande s'il voulait juste faire des courses avant de rentrer, mais Yu explique que Kazuki et Nico pensaient qu'elle était partie à cause d'elle, alors il a pensé que ce serait bien d'apporter des cadeaux pour les consoler. Miwa aime bien l'idée et quand Yu lui demande si elle connaît leur friandise préférée, elle réfléchit un instant. Kazuki aimerait quelque chose d'amer sucré, elle boit tant de café que de la gelée de café ferait l'affaire. Et pour Nico, Miwa se rappelle qu'elle a une obsession pour les trucs mignons ces temps-ci, donc un petit cupcake adorable devrait lui remonter le moral. Yu acquiesce et propose de les préparer avec un édulcorant naturel, sans calories ni sucre, et ils achètent tout ce qu'il faut ensemble. Plus tard, tous deux se dirigent vers l'école, et tandis que Yu n'en revient pas qu'ils aient réussi à entrer aussi tard, Miwa demande ce qu'il fout de là. Yu répond qu'il veut cuisiner d'abord pour que la surprise à la maison ne soit pas gâchée, puis il s'installe en vitesse dans la cuisine de l'école. Miwa observe et lui demande comment il peut être si bon en cuisine, en plaisantant qu'il est sûrement un bon à rien avec un talent caché. Yu la remballe en haussant les épaules, disant qu'il est juste nul dans la plupart des trucs, ce qui rend sa cuisine moyenne presque honorable. Il se souvient qu'enfant, tout lui semblait difficile et qu'il n'arrivait jamais à égaler sa mère, si doué qu'il finissait par l'éviter complètement. Un jour, il a essayé de se faire le petit déjeuner et quand sa mère y a goûté, elle l'a complimenté sur le repas. Ce compliment unique l'a rendu tellement heureux qu'il a voulu la voir sourire encore, alors il s'est mis à s'entraîner, mais malgré tous ses efforts, ses plats restaient mauvais au goût, même s'ils avaient l'air appétissants, et finalement, avec une mère trop occupée pour s'en soucier, il a abandonné. Les choses ont changé quand elle a été hospitalisée. En la visitant un jour, Yu lui demande si elle veut quelque chose du magasin. D'abord, elle tourne la tête, mais alors qu'il s'éloigne, elle murmure qu'en fait, ce qu'elle voudrait, c'est manger un plat fait par lui. Yu va directement voir son médecin pour demander ses allergies et les aliments à éviter. Puis, il étudie tous les livres de cuisine qu'il trouve, accumulant les échecs jusqu'à ce qu'enfin il prépare quelque chose que sa mère adore et lui demande d'en refaire. À partir de là, Yu continue de préparer des repas pendant toute la durée de son séjour à l'hôpital. Avec le temps, en pensant que sa cuisine avait fait sourire sa mère et pourrait rendre d'autres heureux, ses compétences s'améliorent petit à petit. Il dit à Miwa qu'elle ressent probablement la même chose quand elle achète des trucs pour ses sœurs, s'imaginant leur réaction à la réception. Miwa nie immédiatement, toute gênée, mais Yu passe ça sous silence et lui demande d'aider pour les dernières de retouches. Pendant qu'il travaille, il évoque ce qu'elle a avoué plus tôt au café, ce sentiment de superficialité et de différence avec ses sœurs, et lui dit que ce simple désir de reconnaissance montre déjà qu'elle veut rendre son père fier. Miwa rougit fortement en protestant que ce n'était pas du tout sa motivation, mais Yu réplique que c'est très bien. Parfois, on se met en avant juste pour rendre fiers les personnes qu'on aime, c'est normal. Sur le moment, Yu remarque que les cadeaux pour ses sœurs sont prêts et dit combien elles vont les adorer, ce qui fait à nouveau rougir Miwa jusqu'aux oreilles à l'idée de rendre ses sœurs et son père fiers. Plus tard, quand Yu s'endort, épuisé, Miwa reste éveillée, repasse la journée en tête et voit un marshmallow à côté qu'elle façonne en une friandise qui, d'une certaine façon, ressemble un peu à Yu. Elle remercie le marshmallow comme si c'était lui et le presse doucement sur ce qui fait office de front, puis à la maison, les deux sœurs Mikado. Mais Miwa s'avance pour le défendre, avoue que c'est de sa faute et sort les cadeaux qu'elles ont préparés, expliquant que Yu l'a aidée. Elle s'excuse même d'avoir été si dure tout à l'heure.
Quand les sœurs demandent si elle les a vraiment cuisinées elle-même, Yu intervient vite et confirme en ajoutant qu'il n'a fait que donner un coup de main. Les sœurs commencent à goûter, et pendant que Kazuki trouve le sien délicieux, Nico ne peut s'empêcher de comparer en râlant que le sien est plus sophistiqué, mais Kazuki la remballe en disant que trop de décor, ce n'est pas l'idéal. Nico refuse de lâcher l'affaire, affirmant que le sien a demandé plus d'efforts, jusqu'à ce que Yu coupe net en demandant si elle pouvait arrêter de transformer cet acte de paix en une dispute. Miwa se tourne alors vers Yu, s'excusant de tous les soucis qu'elle lui a causés, et timidement lui offre celui qu'elle a fait rien que pour lui. Yu accepte volontiers ce cadeau mignon, tandis que les autres sœurs regardent, curieuses, et commentent combien il lui ressemble. Sauf que la ligne des cheveux semble reculer, réalisant sa gaffe. Miwa devient écarlate. Le lendemain, c'est enfin l'heure du 3e match et cette fois, Mila relève la tête, déterminée à affronter son adversaire du mieux qu'elle peut. Mais la vidéo s'arrête là, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.